Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ici, on lisait L'île mystérieuse, écrit par Jules Verne. C'est notre 11e live sur cette œuvre. Nous entamons ce soir la troisième partie qui a pour titre Le secret de l'île. Nous recommençons donc au chapitre 1, en quelque sorte. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo, ainsi que dans la description de la vidéo, des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer la pause que j'effectuerai au cours de ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça peut vous servir de marque-page pour vous faire cette vidéo en plusieurs petits morceaux, n'est-ce pas? De même que vous aurez les informations nécessaires à la comment dire? J'ai plus le terme que je voulais employer, terrible. Heu, les outils nécessaires à votre lecture, au suivi de votre lecture, directement sur ma chaîne YouTube, encore une fois, avec par exemple l'onglet playlist. Vous allez pouvoir chercher la playlist «Et si on lisait l'île mystérieuse?» pour avoir les épisodes précédents, mais aussi les épisodes à venir. Sachant que, je suis quasiment certain qu'on va faire l'œuvre en 15 épisodes en tout et pour tout. On arrive sur le dernier tiers. Hem, D'ailleurs, n'hésitez pas également, si cette lecture de Jules Verne vous intéresse, à en découvrir une autre, puisqu'il y a aussi une playlist «Et si on lisait Voyage au centre de la Terre?» Voili, voilou. Pour l'heure, je suis en live et j'accueille avec plaisir les gens présents dans le chat. Bonsoir Chamast, bonsoir Miss Perrine, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. D'ailleurs, j'en profite parce que il me semble que l'un des sites tiers que j'utilise pour les follow, etc., est un peu cassé parce que je crois que ça fait depuis un mois que j'ai pas les annonces de mes follow, un truc comme ça, un peu moins d'un mois en vérité. En tout cas, je n'ai pas eu les alertes follow de certaines personnes, donc à la volée, merci Cla LGS15, merci Vanessa Merstim, merci Crostifer, merci F comme François pour les follow pendant que j'étais en off, ça fait plaisir. Bien, 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 fort bien. On va se lancer dans la lecture assez rapidement, on entame une nouvelle semaine. J'ai déjà fait un live hier que j'ai beaucoup apprécié. J'en dis pas plus pour le moment, parce que la rediffusion arrive sur la chaîne demain. J'en dis pas plus pour le moment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse le découvrir. Ça dure une vingtaine de minutes. Et j'ai regardé tout à l'heure, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait tout à l'heure pour que ce soit en rediffusion. Et je me suis bien marré. Donc n'hésitez pas à jeter un œil demain à partir de midi. Ça sera en ligne. Et ouais, ça m'a vraiment fait rire. On en débriefera peut-être dans un live prochain. J'attends d'abord que ça ait pu être vu sur YouTube par les personnes qui n'étaient pas là au live, avant d'en parler. Sinon cette semaine, classico-classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ce soir et vendredi à 21h, nous poursuivons la lecture. Le week-end, je pense qu'il y a des chances de poursuivre les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire dimanche après-midi. Je pense que ce sera un peu comme ça que ça va se goupiller pour cette semaine. Sachant que à partir de la semaine prochaine, les programmes de live risquent d'être un petit peu plus chamboulés parce que je sais que, en gros, à partir de la semaine prochaine et pour 2 semaines, je vois pas mal de personnes. Il y a des gens qui viennent chez moi, je dois voir des gens, bref. Donc je sais qu'il y aura peut-être un peu de remue-ménage. Il y aura peut-être un peu de difficultés dans les semaines à venir pour les lives. De toute manière, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux, comme d'habitude, Facebook, Twitter et Discord. C'est vraiment les 3 réseaux où je mets à chaque fois les annonces de live. Hem Et je pense que pour l'île mystérieuse, il nous reste donc 5 lives. Donc, si on en fait 2 cette semaine, la semaine prochaine, je pourrais faire mardi, peut-être vendredi, mais c'est pas sûr. Heu, Après, il y a peut-être moyen aussi que je fasse à des jours, non conventionnels, je vais dire, si ça permet de finir la lecture plus rapidement. Parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve à avoir lu l'île mystérieuse quasiment dans son intégralité et hop, il reste un épisode qui met 3 semaines à arriver. J'aurais pas envie de ça.
Donc il est possible qu'il y ait des lives à des dates non conventionnelles, on va dire, de lecture pour terminer l'œuvre un peu d'une traite et en un morceau. Donc voilà. Je peux vous dire que ce soir et vendredi, c'est sûr. Mardi, dans une semaine, c'est sûr. Vendredi 12, c'est pas certain, mais c'est possible. Mardi 16, c'est sûr que non. Vendredi 19, je crois que c'est sûr que non aussi. Mais bon, je vous tiendrai au jus anyway. Comme il ne nous reste que 5 lives et qu'on va déjà en faire 2 de manière sûre cette semaine, plus un la semaine prochaine, je pense que les 2 derniers, il y aura moyen de les caler, même si c'est le jeudi au lieu du vendredi ou ce genre de changement. Parce qu'encore une fois, j'ai envie d'avoir fini cette lecture pour plusieurs raisons. Bon, déjà, j'ai envie que les choses soient à peu près legit pour tout le monde. J'ai pas envie d'encore une fois laisser des gaps gigantesques entre deux lectures, etc. Je trouve ça un peu dommage. Et en plus, je vais réitérer, je sais, c'est un peu triste en soi, parce que ça vous donne peut-être l'impression que je me force, mais c'est pas que je me force, c'est juste que j'ai hâte de passer à autre chose. J'ai hâte de passer à autre chose. L'île mystérieuse, vraiment, je trouve que c'est une lecture sympa, mais c'est vraiment pas une lecture qui va entrer dans mon panthéon ni dans mon top. Ce que j'appelle mon panthéon, c'est vraiment les œuvres que je mets au-dessus de tout. Le top, c'est un peu plus large. Et pour moi, l'île mystérieuse, ça sera ni dans mon panthéon, ni dans mon top, clairement. Dans mes tier lists que j'ai pu faire par le passé sur Twitch, je pense que je l'aurais mis sympa. Et étant donné qu'il est très long, c'est difficile pour moi, je vous avoue, de m'enjailler autant que sur les premiers épisodes ou que sur une lecture autre. Parce que s'il y avait eu 200, 300 pages de moins, j'aurais été content, je crois. Donc voilà. C'est pas que je me force, parce que je suis content de découvrir l'œuvre et parce que j'ai envie d'aller au bout de toute manière. Mais c'est vrai que j'ai hâte de passer à quelque chose de différent. C'est surtout ça. C'est surtout ça. J'ai hâte d'aller vers de nouveaux horizons. Donc voilà, le plus vite on aura terminé, et le plus vite on pourra se permettre de passer sur d'autres lectures. J'ai bien hâte. Je sais pas encore avec laquelle je poursuivrai d'ailleurs. Je sais pas si je vous ferai un sondage. Je sais pas trop. Je pense, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on aille sur Edgar Allan Poe. Nouvelles histoires extraordinaires. Mais je ne suis pas encore certain. Euh, Il y aura peut-être Lettre à un jeune poète de Rilke qui s'intercalera, mais bon, ça prend qu'un live. On verra. Je pense que je vais faire un truc de ce style-là. Et du coup, si je ne l'ai pas déjà dit, bonsoir Charline, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes réunis. Et écoutez, je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire avec vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Je m'agace. Je m'agace à avoir des formules toutes faites. Euh, bref. Bref. Mais en même temps, je les aime bien, mes formules toutes faites. Ah. Vous savez, il y a un peu ce truc de désamour-amour. Ah, c'est ridicule que je dise tout le temps ça, mais en même temps, j'aime bien ces formules. C'est comme, c'est comme si un jour, je vous envoie un message où je vous dis je te souhaite une douce et agréable nuitée. Dites-vous que c'est une formule que j'utilise en permanence, mais dites-vous que si c'est une formule que j'utilise dans la conversation avec vous, c'est que je vous aime bien. Voilà. Un mois, à chaque fois, je me dis waouh, il les connaît par cœur. Non, mais c'est juste que je suis taré. Hein. C'est juste que je les ai tellement répétés en live, ça n'a aucun sens. Bien. Nous passons donc sur la troisième partie. J'ai bien revérifié sur Wikisource, parce que l'œuvre étant dans le domaine public, elle est disponible sur Internet dans sa version un peu vieille. On trouve même les impressions de vieilles pages, de vieilles éditions de l'île mystérieuse. J'ai bien vérifié, en effet, a priori, chaque partie avait un titre. Et donc, après la première partie, qui avait pour titre... Comme par hasard, je tombe sur des pages qui n'ont pas le titre.
les naufrages de l'air. Non, les naufragés de l'air, pardon. La partie 2 qui avait pour titre L'abandonné. Nous allons entamer ce soir la partie 3, Le secret de l'île. Et là, j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup, beaucoup. Parce que j'espère qu'on va tomber dans le côté mystérieux de l'île qui est annoncé depuis le titre. Il y a déjà des choses qui posent question, qui sont un peu énigmatiques. Mais pour le moment, sur le côté mystère, je trouve ça un peu léger. Donc là, j'espère qu'on va plonger les 2 pieds dedans. Et ma foi, je pense qu'il est l'heure. Changement de setup. Nous sommes partis pour 2 chapitres, une petite pause, puis 2 chapitres à nouveau. Je pense que je vous reviens, comme d'habitude, d'ici une quarantaine de minutes. On va enfin rencontrer King Kong et Godzilla, ça serait beau, ça serait beau. En tout cas, on va peut-être avoir, certainement, je l'imagine, les suites de la toute fin de la 2e partie, à savoir l'apparition d'un navire. Qu'est-ce que ça va amener, cette nouvelle équation, ce nouvel élément à l'histoire? J'espère que ça va pas faire un pétard mouillé. J'espère que ça va être vraiment un truc de fou. On va voir. Bonne écoute Chamast, bonne écoute Charline, bonne écoute Miss Perrine, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la pause. Troisième partie. Le secret de l'île. Chapitre 1. Depuis 2 ans et demi, les naufragés du ballon avaient été jetés sur l'île Lincoln, et jusqu'alors aucune communication n'avait pu s'établir entre eux et leurs semblables. Une fois, le reporter avait tenté de se mettre en rapport avec le monde habité, en confiant à un oiseau cette notice qui contenait le secret de leur situation, mais c'était là une chance sur laquelle il était impossible de compter sérieusement. Seul Ayrton, et dans les circonstances que l'on sait, était venu s'adjoindre aux membres de la petite colonie. Or, voilà que, ce jour même, 17 octobre, d'autres hommes apparaissaient inopinément en vue de l'île, sur cette mer toujours déserte. On n'en pouvait plus douter. Un navire était là. Mais passerait-il au large, ou relâcherait-il? Avant quelques heures, les colons sauraient évidemment à quoi s'en tenir. Cyrus Smith et Harbert, ayant aussitôt appelé Gédéon Spilett, Pencroff et Nab dans la grande salle de Granite House, les avaient mis au courant de ce qui se passait. Pencroff, saisissant la longue vue, parcourut rapidement l'horizon et s'arrêtant sur le point indiqué, c'est-à-dire sur celui qui avait fait l'imperceptible tache du cliché photographique. « Mille diables! C'est bien un navire !» dit-il d'une voix qui ne dénotait pas une satisfaction extraordinaire. « Vient-il à nous ?» demanda Gédéon Spilett. « Impossible de rien affirmer encore, » répondit Pencroff, « car sa mâture seule apparaît au-dessus de l'horizon, et on ne voit pas un morceau de sa coque. »« Que faut-il faire ?» dit le jeune garçon. C'est pas vrai que je vais commencer à mélanger les mots, excusez-moi. « Que faut-il faire ?» dit le jeune garçon. « Attendre, » répondit Cyrus Smith. Et, pendant un assez long temps, les colons demeurèrent silencieux, livrés à toutes les pensées, à toutes les émotions, à toutes les craintes, à toutes les espérances que pouvait faire naître en eux cet incident, le plus grave qui se fût produit depuis leur arrivée sur l'île Lincoln. Certes, les colons n'étaient pas dans la situation de ces naufragés abandonnés sur un îlot stérile qui disputent leur misérable existence à une nature marâtre et sont incessamment dévorés de ce besoin de revoir les terres habitées. Pencroff et Nab, surtout, qui se trouvaient à la fois si heureux et si riches, n'auraient pas quitté sans regret leur île. Ils étaient faits d'ailleurs à cette vie nouvelle, au milieu de ce domaine que leur intelligence avait pour ainsi dire civilisé. Mais enfin, ce navire, c'était, en tout cas, des nouvelles du continent. C'était peut-être un morceau de la patrie qui venait à leur rencontre. Ils portaient des êtres semblables à eux, et l'on comprendra que leur cœur eût vivement tressailli à sa vue. De temps en temps, Pencroff reprenait la lunette et se posait à la fenêtre. De là, il examinait avec une extrême attention le bâtiment, qui était à une distance de 20 miles dans l'est. Les colons n'avaient donc encore aucun moyen de signaler leur présence. Un pavillon n'eût pas été aperçu. Une détonation n'eût pas été entendue. Un feu n'aurait pas été visible.
Toutefois, il était certain que l'île, dominée par le mont Franklin, n'avait pu échapper au regard des vigies du navire. Mais pourquoi ce bâtiment y atterrirait-il? N'était-ce pas un simple hasard qui le poussait sur cette partie du Pacifique où les cartes ne mentionnaient aucune terre sauf l'îlot Tabor, qui lui-même était en dehors des routes ordinairement suivies par les longs courriers des archipels polynésiens, de la Nouvelle-Zélande et de la côte américaine? À cette question que chacun se posait, une réponse fut soudain faite par Harbert. « Ne serait-ce pas le Duncan ?» s'écria-t-il. Le Duncan, on ne l'a pas oublié, c'était le yacht de Lord Glenarvan, qui avait abandonné Ayrton sur l'îlot et qui devait revenir l'y chercher un jour. Or, l'îlot ne se trouvait pas tellement éloigné de l'île Lincoln qu'un bâtiment, faisant route pour l'un, ne put arriver à passer en vue de l'autre. 150 miles seulement les séparaient en longitude, et 75 miles en latitude. « Il faut prévenir Ayrton, » dit Gédéon Spilett, « et le mander immédiatement. Lui seul peut nous dire si c'est là le Duncan. » Ce fut l'avis de tous, et le reporter, allant à l'appareil télégraphique qui mettait en communication le corral et Granite House, lança ce télégramme. « Venez en toute hâte. » Quelques instants après, le timbre résonnait. « Je viens, » répondait Ayrton. Puis les colons continuèrent d'observer le navire. « Si c'est le Duncan, » dit Harbert, « Ayrton le reconnaîtra sans peine, puisqu'il a navigué à son bord pendant un certain temps. »« Et s'il le reconnaît, » ajouta Pencroff, « cela lui fera une fameuse émotion. »« Oui, » répondit Cyrus Smith, « mais maintenant, Ayrton est digne de remonter à bord du Duncan, et fasse le ciel que ce soit en effet le yacht de Lord Glenarvan, car tout autre navire me semblerait suspect. Ces mers sont mal fréquentées, et je crains toujours pour notre île la visite de quelques pirates malais. »« Nous la défendrions » s'écria Harbert. « Sans doute, mon enfant, » répondit l'ingénieur en souriant, « mais mieux vaut ne pas avoir à la défendre. »« Une simple observation, » dit Gédéon Spilett. « L'île Lincoln est inconnue des navigateurs, puisqu'elle n'est même pas portée sur les cartes les plus récentes. Ne trouvez-vous donc pas, Cyrus, que c'est là un motif pour qu'un navire, se trouvant inopinément en vue de cette terre nouvelle, cherche à la visiter plutôt qu'à la fuir ?»« Certes, » répondit Pencroff. « Je le pense aussi, » ajouta l'ingénieur. « On peut même affirmer que c'est le devoir d'un capitaine de signaler, et par conséquent, de venir reconnaître toute terre ou île non encore cataloguée, et l'île Lincoln est dans ce cas. »« Eh bien, » dit alors Pencroff, « admettons que ce navire atterrisse, qu'il mouille là, à quelques encablures de notre île. Que ferons-nous » Cette question, brusquement posée, demeura d'abord sans réponse. Mais Cyrus Smith, après avoir réfléchi, répondit de ce ton calme qui lui était ordinaire. « Ce que nous ferons, mes amis, ce que nous devrons faire, le voici. Nous communiquerons avec le navire, nous prendrons passage à son bord, et nous quitterons notre île après en avoir pris possession au nom des États de l'Union. Puis, nous y reviendrons avec tous ceux qui voudront nous suivre pour la coloniser définitivement et doter la République américaine d'une station utile dans cette partie de l'océan Pacifique. »« Hurrah !» s'écria Pencroff. « Et ce ne sera pas un petit cadeau que nous ferons là à notre pays. La colonisation est déjà presque achevée. Les noms sont donnés à toutes les parties de l'île. Il y a un port naturel, une égade, des routes, une ligne télégraphique, un chantier, une usine, et il n'y aura plus qu'à inscrire l'île Lincoln sur les cartes. »« Mais si on nous la prend pendant notre absence, » fit observer Gédéon Spilett. « Mille diables !» s'écria le marin. « J'y resterai plutôt tout seul pour la garder, et, foi de Pencroff, on ne me la volerait pas comme une montre dans la poche d'un badaud. » Pendant une heure, il fut impossible de dire d'une façon certaine si le bâtiment signalé faisait ou ne faisait pas route vers l'île Lincoln. Il s'en était rapproché cependant, mais sous quelle allure naviguait-il ? C'est ce que Pencroff ne put reconnaître. Toutefois, comme le vent soufflait du nord-est, il était vraisemblable d'admettre que ce navire naviguait tribord à mur. D'ailleurs, la brise était bonne pour le pousser sur les atterrages de l'île, et, par cette mer calme, il ne pouvait craindre de s'en approcher, bien que les sondes n'en fussent pas relevées sur la carte. Vers 4 heures, 1 heure après qu'il avait été mandé, Ayrton arrivait à Granite House. Il entra dans la grande salle en disant « À vos ordres, messieurs. » Cyrus Smith lui tendit la main, ainsi qu'il avait coutume de le faire, et le conduisant près de la fenêtre. « Ayrton, » lui dit-il, « nous vous avons prié de venir pour un motif grave. Un bâtiment est en vue de l'île. » Ayrton, tout d'abord, pâlit légèrement, et ses yeux se troublèrent un instant.
Puis, se penchant en dehors de la fenêtre, il parcourut l'horizon, mais il ne vit rien. « Prenez cette longue vue, dit Gédéon Spilett, et regardez bien, Ayrton, car il serait possible que ce navire fût le Duncan, venu dans ces mers pour vous rapatrier. » « Le Duncan » murmura Ayrton. « Déjà ?» Ce dernier mot s'échappa comme involontairement des lèvres d'Ayrton, qui laissa tomber sa tête dans ses mains. 12 ans d'abandon sur un îlot désert ne lui paraissait donc pas une expiation suffisante? Le coupable repentant ne se sentait-il pas encore pardonné, soit à ses propres yeux, soit aux yeux des autres? « Non, dit-il, non, ce ne peut être le Duncan. »« Regardez, Ayrton, dit alors l'ingénieur, car il importe que nous sachions d'avance à quoi nous en tenir. » Ayrton prit la lunette et la braqua dans la direction indiquée. Pendant quelques minutes, il observa l'horizon sans bouger, sans prononcer une seule parole, puis... « En effet, c'est un navire, dit-il, mais je ne crois pas que ce soit le Duncan. »« Pourquoi ne serait-ce pas lui ?» demanda Gédéon Spilett. « Parce que le Duncan est un yacht à vapeur, et que je n'aperçois aucune trace de fumée ni au-dessus ni auprès de ce bâtiment. »« Peut-être navigue-t-il seulement à la voile ?» Mauvais personnage. « Peut-être navigue-t-il seulement à la voile ?» fit observer Pencroff. « Le vent est bon pour la route qu'il semble suivre, et il doit avoir intérêt à ménager son charbon étant si loin de toute terre. »« Il est possible que vous ayez raison, monsieur Pencroff, » répondit Ayrton, « et que ce navire ait éteint ses feux. Laissons-le donc rallier la côte, et nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. » Cela dit, Ayrton alla s'asseoir dans un coin de la grande salle et y demeura silencieux. Les colons discutèrent encore à propos du navire inconnu, mais sans qu'Ayrton prît part à la discussion. Tous se trouvaient alors dans une disposition d'esprit qui ne leur eût pas permis de continuer leurs travaux. Gédéon Spilett et Pencroff étaient singulièrement nerveux, allant, venant, ne pouvant tenir en place. Harbert éprouvait plutôt de la curiosité. Nab seul conservait son calme habituel. Son pays n'était-il pas là où était son maître? Quant à l'ingénieur, il restait absorbé dans ses pensées et, au fond, il redoutait plutôt qu'il ne désirait l'arrivée de ce navire. Cependant, le bâtiment s'était un peu rapproché de l'île. La lunette aidant, il avait été possible de reconnaître que c'était un long courrier, et non un de ces praos malais dont se servent habituellement les pirates du Pacifique. Il était donc permis de croire que les appréhensions de l'ingénieur ne se justifieraient pas, et que la présence de ce bâtiment dans les eaux de l'île Lincoln ne constituait point un danger pour elle. Pencroff, après une minutieuse attention, crut pouvoir affirmer que ce navire était gréé en briques et qu'il courait obliquement à la côte, tribord à mur, sous ses basses voiles, ses huniers et ses perroquets. Ce qui fut confirmé par Ayrton. Mais, à continuer sous cette allure, il devait bientôt disparaître derrière la pointe du cap Griffe, car il faisait le sud-ouest et, pour l'observer, il serait alors nécessaire de gagner les hauteurs de la baie Washington, près de Port-Ballon. Circonstance fâcheuse, car il était déjà 5 heures du soir et le crépuscule ne tarderait pas à rendre toute observation bien difficile. « Que ferons-nous la nuit venue » demanda Gédéon Spilett. « Allumerons-nous un feu afin de signaler notre présence sur cette côte ?» C'était là une grave question, et pourtant, quelque pressentiment qu'eût gardé l'ingénieur, elle fut résolue affirmativement. Pendant la nuit, le navire pouvait disparaître, s'éloigner pour jamais, et, ce navire disparu, un autre reviendrait-il dans les eaux de l'île Lincoln? Or, qui pouvait prévoir ce que l'avenir réservait aux colons? « Oui, dit le reporter, nous devons faire connaître à ce bâtiment, quel qu'il soit, que l'île est habitée. Négliger la chance qui nous est offerte, ce serait nous créer des regrets futurs. » Il fut donc décidé que Nab et Pencroff se rendraient à Port-Ballon, et que là, une fois la nuit venue, ils allumeraient un grand feu dont l'éclat attirerait nécessairement l'attention de l'équipage du brick. Mais, au moment où Nab et le marin se préparaient à quitter Granite House, le bâtiment changea son allure et laissa porter franchement sur l'île en se dirigeant vers la baie de l'Union. C'était un bon marcheur que ce brick, car il s'approcha rapidement. Nab et Pencroff suspendirent alors leur départ, et la lunette fut mise entre les mains d'Ayrton afin qu'il pût reconnaître d'une façon définitive si ce navire était ou non le Duncan. Le yacht écossais était lui aussi gréé en briques. La question était donc de savoir si une cheminée s'élevait entre les deux mâts du bâtiment observé, qui n'était plus alors qu'à une distance de 10 miles. L'horizon était encore très clair. La vérification fut facile, et Ayrton laissa bientôt retomber sa lunette en disant
Ce n'est point le Duncan. Ce ne pouvait être lui. Pencroff encadra de nouveau le brick dans le champ de la longue-vue, et il reconnut que ce brick, d'une jauge de 3 à 400 tonneaux, merveilleusement effilé, hardiment mâté, admirablement taillé pour la marche, devait être un rapide coureur des mers. Mais à quelle nation appartenait-il? Cela était difficile à dire. Et cependant, ajouta le marin, un pavillon flotte à sa corne, mais je ne puis en distinguer les couleurs. Avant une demi-heure, nous serons fixés à cet égard, répondit le reporter. D'ailleurs, il est bien évident que le capitaine de ce navire a l'intention d'atterrir, et par conséquent, si ce n'est pas aujourd'hui, demain ou plus tard, nous ferons sa connaissance. N'importe, dit Pencroff. Mieux vaut savoir à qui on a affaire, et je ne serais pas fâché de reconnaître ses couleurs à ce particulier-là. Et, tout en parlant ainsi, le marin ne quittait pas sa lunette. Le jour commençait à baisser, et, avec le jour, le vent du large tombait aussi. Le pavillon du brick, moins tendu, s'engageait dans les drisses et il devenait de plus en plus difficile à observer. « Ce n'est point là un pavillon américain, » disait de temps en temps Pencroff, « ni un anglais, dont le rouge se verrait aisément, ni les couleurs françaises ou allemandes, ni le pavillon blanc de la Russie, ni le jaune de l'Espagne. On dirait qu'il est d'une couleur uniforme. Voyons, dans ces mers, que trouverions-nous plus communément? Le pavillon chilien, mais il est tricolore. Brésilien, il est vert. Japonais, il est noir et jaune, tandis que celui-ci... En ce moment, une brise tendit le pavillon inconnu. Ayrton, saisissant la lunette que le marin avait laissée retomber, l'appliqua à son œil et d'une voix sourde. « Le pavillon noir !» s'écria-t-il. En effet, une sombre étamine se développait à la corne du brick, et c'était à bon droit qu'on pouvait maintenant le tenir pour un navire suspect. L'ingénieur avait-il donc raison dans ses pressentiments? Était-ce un bâtiment de pirates? Écumait-il ces basses mers du Pacifique, faisant concurrence aux praos malais qui les infestent encore? Que venait-il chercher sur les atterrages de l'île Lincoln? Voyait-il en elle une terre inconnue, ignorée, propre à devenir une recelleuse de cargaisons volées? Venait-il demander à ses côtes un port de refuge pour les mois d'hiver? L'honnête domaine des colons était-il destiné à se transformer en un refuge infâme, sorte de capitale de la piraterie du Pacifique? Toutes ces idées se présentèrent instinctivement à l'esprit des colons. Il n'y avait pas à douter, d'ailleurs, de la signification qu'il convenait d'attacher à la couleur du pavillon arboré. C'était bien celui des écumeurs de mer. C'était celui que devait porter le Duncan si les convicts avaient réussi dans leur criminel projet. On ne perdit pas de temps à discuter. « Mes amis, dit Cyrus Smith, peut-être ce navire ne veut-il qu'observer le littoral de l'île. Peut-être son équipage ne débarquera-t-il pas. C'est une chance. Quoi qu'il en soit, nous devons tout faire pour cacher notre présence ici. Le moulin établi sur le plateau de grande vue est trop facilement reconnaissable. Qu'Ayrton et Nab aillent en démonter les ailes. Dissimulons également sous des branchages plus épais les fenêtres de Granite House. Que tous les feux soient éteints. Que rien enfin ne trahisse la présence de l'homme sur cette île. »« Et notre embarcation ?» dit Harbert. « Oh !» répondit Pencroff. « Elle est abritée dans Port-Ballon, et je défie bien ces gueux-là de l'y trouver. » Les ordres de l'ingénieur furent immédiatement exécutés. Nab et Ayrton montèrent sur le plateau et prirent les mesures nécessaires pour que tout indice d'habitation fût dissimulé. Pendant qu'ils s'occupaient de cette besogne, leurs compagnons allèrent à la lisière du bois de jacamar et en rapportèrent une grande quantité de branches et de lianes qui devaient, à une certaine distance, figurer une frondaison naturelle et voiler assez bien les baies de la muraille granitique. En même temps, les munitions et les armes furent disposées de manière à pouvoir être utilisées au premier instant, dans le cas d'une agression inopinée. Quand toutes ces précautions eurent été prises, « Mes amis, dit Cyrus Smith, et on sentait à sa voix qu'il était ému. Si ces misérables veulent s'emparer de l'île Lincoln, nous la défendrons, n'est-ce pas? Oui, Cyrus, répondit le reporter, et, s'il le faut, nous mourrons tous pour la défendre. L'ingénieur tendit la main à ses compagnons, qui la pressèrent avec effusion. Seul Ayrton, demeuré dans son coin, ne s'était pas joint aux colons. Peut-être lui, l'ancien convict, se sentait-il indigne encore. Cyrus Smith comprit ce qui se passait dans l'âme d'Ayrton et, allant à lui, « Et vous, Ayrton ?» lui demanda-t-il. « Que ferez-vous ?»« Mon devoir, » répondit Ayrton. Puis,
Il alla se poster près de la fenêtre et plongea ses regards à travers le feuillage. Il était 7h30 alors. Le soleil avait disparu depuis 20 minutes environ en arrière de Granite House. En conséquence, l'horizon de l'Est s'assombrissait peu à peu. Cependant, le brick s'avançait toujours vers la baie de l'Union. Il n'en était pas à plus de 8 miles alors, et précisément par le travers du plateau de Grande Vue, car, après avoir viré à la hauteur du cap Griffe, il avait largement gagné dans le nord, étant servi par le courant de la marée montante. On peut même dire que, à cette distance, il était déjà entré dans la vaste baie, car une ligne droite, tirée du cap Griffe au cap Mandibule, lui fut restée à l'ouest, sur sa hanche de tribord. Le brick allait-il s'enfoncer dans la baie? C'était la première question. Une fois en baie, y mouillerait-il? C'était la seconde. Ne se contenterait-il pas seulement, après avoir observé le littoral, de reprendre le large sans débarquer son équipage? On le saurait avant 1 heure. Les colons n'avaient donc qu'à attendre. Cyrus Smith n'avait pas vu sans une profonde anxiété le bâtiment suspect arborer le pavillon noir. N'était-ce pas une menace directe contre l'œuvre que ses compagnons et lui avaient menée à bien jusqu'alors? Les pirates, on ne pouvait douter que les matelots de ce brick ne fussent tels, avaient-ils donc déjà fréquenté cette île puisque, en y atterrissant, ils avaient hissé leurs couleurs? Y avait-ils antérieurement opéré quelques descentes, ce qui aurait expliqué certaines particularités restées inexplicables jusqu'alors? Existait-il dans ces portions non encore explorées quelques complices, prêts à entrer en communication avec eux? À toutes ces questions qu'il se posait silencieusement, Cyrus Smith ne savait que répondre. Mais il sentait que la situation de la colonie ne pouvait être que très gravement compromise par l'arrivée de ce brick. Toutefois, ses compagnons et lui étaient décidés à résister jusqu'à la dernière extrémité. Ces pirates étaient-ils nombreux et mieux armés que les colons? Voilà ce qu'il eût été bien important de savoir. Mais le moyen d'arriver jusqu'à eux. La nuit était faite. La lune nouvelle, emportée dans l'irradiation solaire, avait disparu. Une profonde obscurité enveloppait l'île et la mer. Les nuages lourds entassés à l'horizon ne laissaient filtrer aucune lueur. Le vent était tombé complètement avec le crépuscule. Pas une feuille ne remuait aux arbres, pas une lame ne murmurait sur la grève. Du navire on ne voyait rien, tous ses feux étaient condamnés, et s'il était encore en vue de l'île, on ne pouvait même pas savoir quelle place il occupait. « Hé, qui sait » dit alors Pencroff. « Peut-être ce damné bâtiment aura-t-il fait route perpendiculaire pendant la nuit ?» Oula, j'ai inventé perpendiculaire, pardon. « Hé, qui sait » dit alors Pencroff. « Peut-être ce damné bâtiment aura-t-il fait route pendant la nuit, et ne le retrouverons-nous plus au point du jour ?» Comme une réponse faite à l'observation du marin, une vive lueur fusa au large et un coup de canon retentit. Le navire était toujours là et il y avait des pièces d'artillerie à bord. 6 secondes s'étaient écoulées entre la lumière et le coup. Donc, le brick était environ à 1 mile 1/4 de la côte. Et en même temps, on entendit un bruit de chaînes qui courait en grinçant à travers les écubiers. Le navire venait de mouiller en vue de Granite House. Chapitre 2. Il n'y avait plus aucun doute à avoir sur les intentions des pirates. Ils avaient jeté l'ancre à une courte distance de l'île, et il était évident que le lendemain, au moyen de leurs canots, ils comptaient accoster le rivage. Cyrus Smith et ses compagnons étaient prêts à agir, mais, si résolus qu'ils fussent, ils ne devaient pas oublier d'être prudents. Peut-être leur présence pouvait-elle encore être dissimulée, au cas où les pirates se contenteraient de débarquer sur le littoral sans remonter dans l'intérieur de l'île. Il se pouvait, en effet, que ceux-ci n'eussent d'autre projet que de faire de l'eau à l'égade de la Mercy, et il n'était pas impossible que le pont jeté à 1,5 miles de l'embouchure et les aménagements des cheminées échappassent à leur regard. Mais pourquoi ce pavillon arboré à la corne du brick? Pourquoi ce coup de canon? Pure forfanterie sans doute, à moins que ce ne fût l'indice d'une prise de possession. Cyrus Smith savait maintenant que le navire était formidablement armé. Or, pour répondre aux canons des pirates qu'avaient les colons de l'île Lincoln, quelques fusils seulement. Toutefois, fit observer Cyrus Smith, nous sommes ici dans une situation inexpugnable. L'ennemi ne saurait découvrir l'orifice du déversoir maintenant qu'il est caché sous les roseaux et les herbes, et par conséquent,
Il lui est impossible de pénétrer dans Granite House. Mais nos plantations, notre basse-cour, notre chorale, tout enfin, tout s'écria Pencroff en frappant du pied. Ils peuvent tout ravager, tout détruire en quelques heures. Tout, Pencroff, répondit Cyrus Smith, et nous n'avons aucun moyen de les en empêcher. Sont-ils nombreux? Voilà la question, dit alors le reporter. S'ils ne sont qu'une douzaine, nous saurons les arrêter. Mais 40, 50, plus peut-être. Monsieur Smith, dit alors Ayrton, qui s'avança vers l'ingénieur. Voulez-vous m'accorder une permission? Laquelle, mon ami? Celle d'aller jusqu'au navire pour y reconnaître la force de son équipage. Mais, Ayrton, répondit en hésitant l'ingénieur, vous risquerez votre vie. Pourquoi pas, monsieur? C'est plus que votre devoir, cela. J'ai plus que mon devoir à faire, répondit Ayrton. Vous iriez avec la pirogue jusqu'au bâtiment? Demanda Gédéon Spilett. Non, monsieur, mais j'irai à la nage. La pirogue ne passerait pas là où un homme peut se glisser entre deux eaux. Savez-vous bien que le brick est à 1 mile 1/4 de la côte? Dit Harbert. Je suis bon nageur, monsieur Harbert. C'est risquer votre vie, vous dis-je, reprit l'ingénieur. Peu importe, répondit Ayrton. Monsieur Smith, je vous demande cela comme une grâce. C'est peut-être là un moyen de me relever à mes propres yeux. Allez, Ayrton, répondit l'ingénieur, qui sentait bien qu'un refus eût profondément attristé l'ancien convict, redevenu honnête homme. Je vous accompagnerai, dit Pencroff. Vous vous défiez de moi? Répondit vivement Ayrton, puis plus humblement. Hélas! Non, non, reprit avec animation Cyrus Smith. Non, Ayrton, Pencroff ne se défie pas de vous. Vous avez mal interprété ses paroles. En effet, répondit le marin, je propose à Ayrton de l'accompagner jusqu'à l'îlot seulement. Il se peut, quoique cela soit peu probable, que l'un de ces coquins ait débarqué, et 2 hommes ne seront pas de trop dans ce cas pour l'empêcher de donner l'éveil. J'attendrai Ayrton sur l'îlot, et il ira seul au navire, puisqu'il a proposé de le faire. Les choses ainsi convenues, Ayrton fit ses préparatifs de départ. Son projet était audacieux, mais il pouvait réussir, grâce à l'obscurité de la nuit. Une fois arrivé au bâtiment, Ayrton, accroché soit aux sous-barbes, soit aux cadènes des haubans, pourrait reconnaître le nombre et peut-être surprendre les intentions des convicts. Ayrton et Pencroff, suivis de leurs compagnons, descendirent sur le rivage. Ayrton se déshabilla et se frotta de graisse, de manière à moins souffrir de la température de l'eau, qui était encore froide. Il se pouvait en effet qu'il fût obligé d'y demeurer durant plusieurs heures. Pencroff et Nab, pendant ce temps, étaient allés chercher la pirogue, amarrée quelques centaines de pas plus haut sur la berge de la Mercy, et quand ils revinrent, Ayrton était prêt à partir. Une couverture fut jetée sur les épaules d'Ayrton, et les colons vinrent lui serrer la main. Ayrton s'embarqua dans la pirogue avec Pencroff. Il était 10h30 du soir quand tous deux disparurent dans l'obscurité. Leurs compagnons revinrent les attendre aux cheminées. Le canal fut aisément traversé, et la pirogue vint accoster le rivage opposé de l'îlot. Cela fut fait non sans quelques précautions, au cas où des pirates eussent rôdé en cet endroit. Mais, après observation, il parut certain que l'îlot était désert. Donc, Ayrton, suivi de Pencroff, le traversa d'un pas rapide, effarouchant les oiseaux nichés dans les trous de roche. Puis, sans hésiter, il se jeta à la mer et nagea sans bruit dans la direction du navire dont quelques lumières, allumées depuis peu, indiquaient alors la situation exacte. Quant à Pencroff, il se blottit dans une anfractuosité du rivage et il attendit le retour de son compagnon. Cependant, Ayrton nageait d'un bras vigoureux et glissait à travers la nappe d'eau sans y produire même le plus léger frémissement. Sa tête sortait à peine et ses yeux étaient fixés sur la masse sombre du brick dont les feux se reflétaient dans la mer. Il ne pensait qu'au devoir qu'il avait promis d'accomplir et ne songeait même pas au danger qu'il courait, non seulement à bord du navire, mais encore dans ces parages que les requins fréquentaient souvent. Le courant le portait et il s'éloignait rapidement de la côte. Une demi-heure après, Ayrton, sans avoir été aperçu ni entendu, filait entre deux eaux, accostait le navire et s'accrochait d'une main aux sous-barbes de Beaupré. Il respira alors et, se haussant sur les chaînes, il parvint à atteindre l'extrémité de la guibre. Là, séchaient quelques culottes de matelot. Il en passa une, puis s'étant fixé solidement, il écouta. On ne dormait pas à bord du brick. Au contraire, on discutait, on chantait, on riait. Et voici les propos accompagnés de jurons qui frappèrent principalement Ayrton.
Bonne acquisition que notre brick. Il marche bien, le Speedy, il mérite son nom. Toute la marine de Norfolk peut se mettre à ses trousses. Cours après. Hurrah pour son commandant. Hurrah pour Bob Harvey. Ce qu'Ayrton éprouva lorsqu'il entendit ce fragment de conversation, on le comprendra quand on saura que, dans ce Bob Harvey, il venait de reconnaître un de ses anciens compagnons d'Australie, un marin audacieux qui avait repris la suite de ses criminels projets. Bob Harvey s'était emparé sur les parages de l'île Norfolk de ce brick qui était chargé d'armes, de munitions, d'ustensiles et outils de toutes sortes destinés à l'une des sandwichs. Toute sa bande avait passé à bord, et pirates après avoir été convicts, ces misérables écumaient le Pacifique, détruisant les navires, massacrant les équipages, plus féroces que les Malais eux-mêmes. Ces convicts parlaient à haute voix. Ils racontaient leurs prouesses en buvant outre mesure, et voici ce qu'Ayrton put comprendre. L'équipage actuel du Speedy se composait uniquement de prisonniers anglais, échappés de Norfolk. Or, voici ce qu'est Norfolk. Par 29 degrés 2 minutes de latitude sud et 165 degrés 42 minutes de longitude est, dans l'est de l'Australie, se trouve une petite île de 6 lieues de tour que le mont Pitt domine à une hauteur de 1100 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est l'île Norfolk, devenue le siège d'un établissement où sont parqués les plus intraitables condamnés des pénitenciers anglais. Ils sont là 500, soumis à une discipline de fer, sous le coup de punitions terribles, gardés par 150 soldats et 150 employés sous les ordres d'un gouverneur. Il serait difficile d'imaginer une pire réunion de scélérats. Quelquefois, quoique cela soit rare, malgré l'excessive surveillance dont ils sont l'objet, plusieurs parviennent à s'échapper, en s'emparant de navires qu'ils surprennent, et ils courent alors les archipels polynésiens. Ainsi avait fait ce Bob Harvey et ses compagnons. Ainsi avait voulu faire autrefois Ayrton. Bob Harvey s'était emparé du brick le Speedy, mouillé en vue de l'île Norfolk. L'équipage avait été massacré et, depuis 1 an, ce navire, devenu bâtiment de pirates, battait les mers du Pacifique sous le commandement d'Harvey, autrefois capitaine au long cours, maintenant écumeur de mer, et que connaissait bien Ayrton. Les convicts étaient, pour la plupart, réunis dans la dunette, à l'arrière du navire, mais quelques-uns, étendus sur le pont, causaient à haute voix. La conversation continuant toujours au milieu des cris et des libations, Ayrton apprit que le hasard seul avait amené le Speedy en vue de l'île Lincoln. Bob Harvey n'y avait jamais encore mis le pied, mais ainsi que l'avait pressenti Cyrus Smith, trouvant sur sa route cette terre inconnue, dont aucune carte n'indiquait la situation, il avait formé le projet de la visiter et, au besoin, si elle lui convenait, d'en faire le port d'attache du brick. Quant au pavillon noir arboré à la corne du Speedy et aux coups de canon qui avaient été tirés, à l'exemple des navires de guerre au moment où ils amènent leur couleur, pure forfanterie de pirates. Ce n'était point un signal, et aucune communication n'existait encore entre les évadés de Norfolk et l'île Lincoln. Le domaine des colons était donc menacé d'un immense danger. Évidemment, l'île, avec son égat de facile, son petit port, ses ressources de toutes sortes si bien mises en valeur par les colons, ses profondeurs cachées de Granite House, ne pouvait que convenir aux convicts. Entre leurs mains, elle deviendrait un excellent lieu de refuge, et par cela même qu'elle était inconnue, elle leur assurerait, pour longtemps peut-être, l'impunité avec la sécurité. Évidemment aussi, la vie des colons ne serait pas respectée, et le premier soin de Bob Harvey et de ses complices serait de les massacrer sans merci. Cyrus Smith et les siens n'avaient donc pas même la ressource de fuir, de se cacher dans l'île, puisque les convicts comptaient y résider, et puisque, au cas où le Speedy partirait pour une expédition, il était probable que quelques hommes de l'équipage resteraient à terre afin de s'y établir. Donc, il fallait combattre. Il fallait détruire jusqu'au dernier ces misérables, indignes de pitié, et contre lesquels tout moyen serait bon. Voilà ce que pensa Ayrton, et il savait bien que Cyrus Smith partagerait sa manière de voir. Mais la résistance, et en dernier lieu la victoire, était-elle possible? Cela dépendait de l'armement du brick et du nombre d'hommes qui le montaient. C'est ce qu'Ayrton résolut de reconnaître à tout prix, et comme, 1 heure après son arrivée, les vociférations avaient commencé à se calmer, et que bon nombre des convicts étaient déjà plongés dans le sommeil de l'ivresse, Ayrton n'hésita pas à s'aventurer sur le pont du Speedy, que les falots éteints laissaient alors dans une obscurité profonde. Il se hissa donc sur la guibre, et par le beaupré, il arriva au gaillard d'avant du brick. Se glissant alors entre les convicts étendus çà et là,
il fit le tour du bâtiment et il reconnut que le Speedy était armé de 4 canons qui devaient lancer des boulets de 8 à 10 livres. Il vérifia même, en les touchant, que ces canons se chargeaient par la culasse. C'étaient donc des pièces modernes, d'un emploi facile et d'un effet terrible. Quant aux hommes couchés sur le pont, ils devaient être au nombre de 10 environ, mais il était supposable que d'autres, plus nombreux, dormaient à l'intérieur du brick. Et d'ailleurs, en les écoutant, Ayrton avait cru comprendre qu'ils étaient une 50aine à bord. C'était beaucoup pour les 6 colons de l'île Lincoln. Mais enfin, grâce au dévouement d'Ayrton, Cyrus Smith ne serait pas surpris. Il connaîtrait la force de ses adversaires et il prendrait ses dispositions en conséquence. Il ne restait donc plus à Ayrton qu'à revenir rendre compte à ses compagnons de la mission dont il s'était chargé, et il se prépara à regagner l'avant du brick afin de se glisser jusqu'à la mer. Mais, à cet homme qui voulait, il l'avait dit, faire plus que son devoir, il vint alors une pensée héroïque. C'était sacrifier sa vie. Mais il sauverait l'île et les colons. Cyrus Smith ne pourrait évidemment pas résister à 50 bandits, armés de toutes pièces qui, soit en pénétrant de vive force dans Granite House, soit en y affamant les assiégés, auraient raison d'eux. Et alors, il se représenta ses sauveurs, ceux qui avaient refait de lui un homme et un honnête homme, ceux auxquels il devait tout, tuer sans pitié, leurs travaux anéantis, leur île changée en un repaire de pirates. Il se dit qu'il était, en somme, lui, Ayrton, la cause première de tant de désastres, puisque son ancien compagnon, Bob Harvey, n'avait fait que réaliser ses propres projets, et un sentiment d'horreur s'empara de tout son être. Et alors il fut pris de cette irrésistible envie de faire sauter le brick, et avec lui tout ce qu'il portait. Ayrton périrait dans l'explosion, mais il ferait son devoir. Ayrton n'hésita pas. Gagner la soute aux poudres, qui est toujours située à l'arrière d'un bâtiment, c'était facile. La poudre ne devait pas manquer à un navire qui faisait un pareil métier, et il suffirait d'une étincelle pour l'anéantir en un instant. Ayrton s'affala avec précaution dans l'entrepont, jonché de nombreux dormeurs que l'ivresse, plus que le sommeil, tenait appesantis. Un falot était allumé au pied du grand mât, autour duquel était appendu un râtelier garni d'armes à feu de toutes sortes. Ayrton détacha du râtelier un revolver et s'assura qu'il était chargé et amorcé. Il ne lui en fallait pas plus pour accomplir l'œuvre de destruction. Il se glissa donc vers l'arrière, de manière à arriver sous la dunette du brick, où devait être la soute. Cependant, sur cet entrepont, qui était presque obscur, il était difficile de ramper sans heurter quelques convicts insuffisamment endormis. De là des jurons et des coups. Ayrton fut plus d'une fois forcé de suspendre sa marche, mais enfin, il arriva à la cloison fermant le compartiment d'arrière, et il trouva la porte qui devait s'ouvrir sur la soute même. Ayrton, réduit à la forcer, se mit à l'œuvre. C'était une besogne difficile à accomplir sans bruit, car il s'agissait de briser un cadenas. Mais sous la main vigoureuse d'Ayrton, le cadenas sauta et la porte fut ouverte. En ce moment, un bras s'appuya sur l'épaule d'Ayrton. « Que fais-tu là ?» demanda d'une voix dure un homme de haute taille qui, se dressant dans l'ombre, porta brusquement à la figure d'Ayrton la lumière d'une lanterne. Ayrton se rejeta en arrière. Dans un rapide éclat de la lanterne, il avait reconnu son ancien complice, Bob Harvey, mais il ne pouvait l'être de celui-ci, qui devait croire Ayrton mort depuis longtemps. « Que fais-tu là ?» dit Bob Harvey en saisissant Ayrton par la ceinture de son pantalon. Mais Ayrton, sans répondre, repoussa vigoureusement le chef des convicts et chercha à s'élancer dans la soute. Un coup de revolver au milieu de ses tonneaux de poudre, et tout eût été fini. « À moi, garçon !» s'était écrié Bob Harvey. 2 ou 3 pirates, réveillés à sa voix, s'étaient relevés, et se jetant sur Ayrton, ils essayèrent de le terrasser. Le vigoureux Ayrton se débarrassa de leurs étreintes. 2 coups de son revolver retentirent, et 2 convicts tombèrent, mais un coup de couteau qu'il ne put parer lui entailla les chairs de l'épaule. Ayrton comprit bien qu'il ne pouvait plus exécuter son projet. Bob Harvey avait refermé la porte de la soute, et il se faisait dans l'entrepont un mouvement qui indiquait un réveil général des pirates. Il fallait qu'Ayrton se réservât pour combattre aux côtés de Cyrus Smith. Il ne lui restait plus qu'à fuir. Mais la fuite était-elle encore possible ? C'était douteux, quoiqu'Ayrton fût résolu à tout tenter pour rejoindre ses compagnons. 4 coups lui restaient à tirer. 2 éclatèrent alors, dont l'un, dirigé sur Bob Harvey, ne l'atteignit pas, du moins grièvement. Et Ayrton, profitant d'un mouvement de recul de ses adversaires, se précipita vers l'échelle du capot, de manière à gagner le pont du brick. En passant devant le falot, il le brisa d'un coup de crosse, et une obscurité profonde se fit, qui devait favoriser sa fuite.
2 ou 3 pirates réveillés par le bruit descendaient l'échelle en ce moment. Un 5e coup du revolver d'Ayrton en jeta un en bas des marches, et les autres s'effacèrent, ne comprenant rien à ce qui se passait. Ayrton, en de bon, fut sur le pont du brick, et 3 secondes plus tard, après avoir déchargé une dernière fois son revolver à la face d'un pirate qui venait de le saisir par le cou, il enjambait les bastingages et se précipitait à la mer. Ayrton n'avait pas fait si brasse que les balles crépitaient autour de lui comme une grêle. Quelles durent être les émotions de Pencroff, abrité sous une roche de l'îlot, celles de Cyrus Smith, du reporter, d'Harbert, de Nab, blottis dans les cheminées, quand ils entendirent ces détonations éclater à bord du brick. Ils s'étaient élancés sur la grève, et leurs fusils épaulés, ils se tenaient prêts à repousser toute agression. Pour eux, il n'y avait pas de doute possible. Ayrton, surpris par les pirates, avait été massacré par eux, et peut-être ces misérables allaient-ils profiter de la nuit pour opérer une descente sur l'île. Une demi-heure se passa au milieu de transes mortelles. Toutefois, les détonations avaient cessé, et ni Ayrton ni Pencroff ne reparaissaient. L'îlot était-il donc envahi? Ne fallait-il pas courir au secours d'Ayrton et de Pencroff? Mais comment? La mer, haute en ce moment, rendait le canal infranchissable. La pirogue n'était plus là. Que l'on juge de l'horrible inquiétude qui s'empara de Cyrus Smith et de ses compagnons. Enfin, vers minuit et demi, une pirogue, portant 2 hommes, accosta la grève. C'était Ayrton, légèrement blessé à l'épaule, et Pencroff, sain et sauf, que leurs amis reçurent à bras ouverts. Aussitôt, tous se réfugièrent aux cheminées. Là, Ayrton raconta ce qui s'était passé et ne cacha point ce projet de faire sauter le brick qu'il avait tenté de mettre à exécution. Toutes les mains se tendirent vers Ayrton, qui ne dissimula pas combien la situation était grave. Les pirates avaient l'éveil. Ils savaient que l'île Lincoln était habitée. Ils n'y descendraient qu'en nombre et bien armés. Ils ne respecteraient rien. Si les colons tombaient entre leurs mains, ils n'avaient aucune pitié à attendre. « Eh bien, nous saurons mourir, » dit le reporter. « Rentrons et veillons, » répondit l'ingénieur. « Avons-nous quelque chance de nous en tirer, monsieur Cyrus ?» demanda le marin. « Oui, Pencroff. »« 6 contre 50. »« Oui, 6, sans compter... »« Qui donc ?» demanda Pencroff. Cyrus ne répondit pas, mais il montra le ciel de la main. Et c'est la fin du chapitre 2. Je vais m'arrêter là pour le moment. Hop. Nous marquons une courte pause. Phew. Ok. De l'action. De l'action. Je ne m'y attendais pas. Franchement, j'aurais jamais cru que ce serait un navire pirate. J'aurais jamais cru que ce serait un navire pirate avec autant de péripéties à la clé. Que ça puisse être une connaissance en plus de Ayrton et tout ça. Bref, je trouve ça très très intéressant pour le coup. Pour le coup, je trouve ça très très intéressant parce que ça vient dynamiser un peu le récit et ça vient montrer une toute autre facette. Ouais, non, franchement, c'est très sympa. C'est très sympa, je m'y attendais pas. Avec tout ce qu'on avait eu en péripéties depuis le début de l'œuvre, je me serais jamais attendu à ce que ça prenne une tournure un peu plus grave, en fait. À ce que ça prenne une tournure difficile. Notamment, là, ça pourra peut-être être même dramatique, quoi. Il y aura peut-être des morts, il y aura peut-être du sang, il y aura peut-être... voilà, ça va vraiment changer de ton, je trouve. Chamast, je m'attendais à ce que ce soit un navire pirate. Ah ouais, non, moi, franchement, pas du tout. Mais c'est cool, ça vient dynamiser le tout. Et je suis très heureux parce que je trouve que ça change. Ça change de ce qu'on a eu depuis le début de l'œuvre. Ouais, franchement, ça donne un nouvel élan. Ça donne un nouvel élan, ça donne envie d'aller voir un petit peu plus de ce qui va se passer dans l'histoire. C'est cool. Je ne suis pas du tout concentré dans la lecture en faisant à manger, etc. Je vous laisse et je rattraperai. Bah, pas de souci, Charline. Il n'y a aucune obligation, c'est déjà gentil d'être passé. Et puis, je te souhaite une bonne écoute à la rediffusion alors. Et bonne soirée à toi. Repose-toi bien.
Bien, je pense qu'on va se remettre assez rapidement à la lecture, je vous mens pas, parce que, bah, comme d'habitude sur la lecture de l'île mystérieuse, je fais à chaque fois 2 fois 40 minutes de lecture, ce qui est un peu long, un peu éprouvant, donc faut que j'enchaîne. Faut que j'enchaîne, faut que ça avance, bref. Je pense que je vais pas poser trop longtemps, faut juste que je me repose la voix 3-4 secondes et je pense que j'y retourne. N'empêche, c'est fou parce que d'un côté, je trouve ça cool d'avoir eu toute leur appréhension, toute leur attente, toute leur, tout leur questionnement interne. Ça, pour le coup, je trouve ça très cool parce que pareil, je trouve que ça change de tout ce qu'on a eu depuis le début de l'œuvre de Jules Verne. Je vous ai dit souvent que pour moi, il n'y avait pas de développement des personnages, qu'on s'intéressait pas beaucoup à leur psyché et ainsi de suite. Là, je trouve que voilà, il y a une action dont on prend le temps de prendre acte en fait, et qui nous montre un réel impact sur les personnages. Donc d'avoir eu l'attente, d'avoir eu la peur, les questionnements, les inquiétudes des personnages, c'était cool. Mais quand même, je comprends que l'œuvre soit si longue parce que il a fallu 2 chapitres assez massifs. Enfin, ça me prend 40 minutes de lecture, donc c'est quand même pas rien. euh, pour juste avoir ce passage d'inquiétude. Et puis Ayrton qui va checker vite fait ce qui se passe au bateau, quoi. Mais donc bon, Jules Verne y prend quand même bien son temps dans cette œuvre, je trouve. Je m'attendais à un dénouement facile qu'il arrive à faire sauter la cale. Ah, pour le coup, je m'attendais pas à ça. Mais ouais, ça m'a semi-étonné qu'il se lance dans un acte comme ça. Je trouve que ça va bien avec le personnage d'Ayrton. Euh, Par contre, qu'il se fasse arrêter, qu'il se fasse un combat en 1v3, je crois, et qu'il s'en sorte, je trouve ça marrant. Surtout que derrière, t'as 50 gars en train de dormir, de comater à moitié, mais je trouve ça assez fascinant qu'Ayrton ait déjà réussi à aller jusqu'au navire, mais en plus, à aller sur le pont, et en plus, presque aller jusqu'à la soute, et en plus, s'en sortir avec une blessure. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a un truc un peu surréaliste là-dedans, mais pourquoi pas? C'était peut-être possible, j'imagine, avec beaucoup de dextérité. Euh, D'ailleurs, je vous avais pas montré d'illustration, je me suis fait la réflexion. Ça fait plusieurs lives que je vous dis que je vous montrerai des illustrations de Didier Graffet et qu'à chaque fois j'oublie. Donc, tant que j'y pense, je vais vous en montrer une. Je vais vous en montrer une. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Encore une fois, je vous montre pas tout parce que bon, on est quand même sur des droits que je n'ai pas. Genre, c'est les dessins du monsieur, quoi, et de l'édition. Donc je vais pas tous vous les montrer, mais je vous montre en quelque sorte un extrait, si on peut dire. J'hésite entre deux. Bon, il y a l'image un peu iconique du pavillon pirate qu'on voit à travers la longue vue, qui est assez sympathique. Mais j'aime beaucoup une pleine page qui est en gros Ayrton juché à moitié sur la figure de proue du navire, du Speedy. Du coup, pendant qu'il était en train d'épier les conversations des pirates. Et je trouve l'illustration très jolie. Hop. Je suis content, ça se voit plutôt bien à la cam en général. Les illus, elles passent bien. Je la trouve vraiment sympa cette illu. Y a pas à dire, cette édition, ce bouquin est quand même très beau. Et là, ça me rassure un tout petit peu, je vous avoue, de voir qu'il ne nous reste que ça de pages. Ça me rassure un tout petit peu. Hop. Bien. Il me semble que le chapitre 3 et 4 sont un peu plus longs. Donc là, ouais, il faut vraiment que j'enchaîne parce qu'on est vraiment sur un truc mastoc. On est vraiment sur de la bonne lecture ce soir. Donc, je m'y remets tout de suite. Bonne écoute, Chamast. Bonne écoute, Miss Perrine. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat.
à Charline et aux autres à la rediffusion. Hop. Allez, je me remets dans le truc. J'ai l'impression d'enchaîner très vite là aujourd'hui. Mais ouais, j'ai envie d'avancer. Allons-y, voyons comment évolue la situation. Chapitre 3. La nuit s'écoula sans incident. Les colons s'étaient tenus sur le qui-vive et n'avaient point abandonné le poste des cheminées. Les pirates, de leur côté, ne semblaient avoir fait aucune tentative de débarquement. Depuis que les derniers coups de fusil avaient été tirés sur Ayrton, pas une détonation, pas un bruit même n'avait décelé la présence du brick sur les atterrages de l'île. À la rigueur, on aurait pu croire qu'il avait levé l'ancre, pensant avoir affaire à trop forte partie, et qu'il s'était éloigné de ces parages. Mais il n'en était rien, et, quand l'aube commença à apparaître, les colons purent entrevoir dans les brumes du matin une masse confuse. C'était le Speedy. « Voici, mes amis, dit alors l'ingénieur, les dispositions qu'il me paraît convenable de prendre avant que ce brouillard soit complètement levé. Il nous dérobe aux yeux des pirates et nous pourrons agir sans éveiller leur attention. Ce qu'il importe, surtout, de laisser croire aux convicts, c'est que les habitants de l'île sont nombreux, et par conséquent, capables de leur résister. Je vous propose donc de nous diviser en 3 groupes qui se posteront, le premier aux cheminées même, le second à l'embouchure de la Mercy. Quant au troisième, je crois qu'il serait bon de le placer sur l'îlot, afin d'empêcher ou de retarder au moins toute tentative de débarquement. Nous avons à notre usage 2 carabines et 4 fusils. Chacun de nous sera donc armé et, comme nous sommes amplement fournis de poudre et de balles, nous n'épargnerons pas nos coups. Nous n'avons rien à craindre des fusils, ni même des canons du brick. Que pourrait-il contre ces roches? Et comme nous ne tirerons pas des fenêtres de Granite House, les pirates n'auront pas l'idée d'envoyer là des obus qui pourraient causer d'irréparables dommages. Ce qui est à redouter, c'est la nécessité d'en venir aux mains, puisque les convicts ont le nombre pour eux. C'est donc à tout débarquement qu'il faut tenter de s'opposer, mais sans se découvrir. Donc, n'économisons pas les munitions. Tirons souvent, mais tirons juste. Chacun de nous a 8 ou 10 ennemis à tuer, et il faut qu'il les tue. Cyrus Smith avait chiffré nettement la situation, tout en parlant de la voix la plus calme, comme s'il se fût agi de travaux à diriger et non d'une bataille à régler. Ses compagnons approuvèrent ces dispositions sans même prononcer une parole. Il ne s'agissait plus pour chacun que de prendre son poste avant que la brume se fût complètement dissipée. Nab et Pencroff remontèrent aussitôt à Granite House et en rapportèrent des munitions suffisantes. Gédéon Spilett et Ayrton, tous 2 très bons tireurs, furent armés des 2 carabines de précision qui portaient à près d'1 mille de distance. Les 4 autres fusils furent répartis entre Cyrus Smith, Nab, Pencroff et Harbert. Voici comment les postes furent composés. Cyrus Smith et Harbert restèrent embusqués aux cheminées, et ils commandaient ainsi la grève, au pied de Granite House, sur un assez large rayon. Gédéon Spilett et Nab allèrent se blottir au milieu des roches, à l'embouchure de la Mercy, dont le pont ainsi que les ponceaux avaient été relevés, de manière à empêcher tout passage en canot et même tout débarquement sur la rive opposée. Quant à Ayrton et à Pencroff, ils poussèrent à l'eau la pirogue et se disposèrent à traverser le canal pour occuper séparément 2 postes sur l'îlot. De cette façon, des coups de feu éclatant sur 4 points différents donneraient à penser aux convicts que l'île était à la fois suffisamment peuplée et sévèrement défendue. Au cas où un débarquement s'effectuerait sans qu'ils pussent l'empêcher, et même s'il se voyait sur le point d'être tourné par quelque embarcation du brick, Pencroff et Ayrton devaient revenir avec la pirogue reprendre pied sur le littoral et se porter vers l'endroit le plus menacé. Avant d'aller occuper leur poste, les colons se serrèrent une dernière fois la main. Pencroff parvint à se rendre assez maître de lui pour comprimer son émotion quand il embrassa Harbert, son enfant, et ils se séparèrent. Quelques instants après, Cyrus Smith et Harbert d'un côté, le reporter et Nab de l'autre, avaient disparu derrière les roches, et 5 minutes plus tard, Ayrton et Pencroff, ayant heureusement traversé le canal, débarquaient sur l'îlot et se cachaient dans les anfractuosités de sa rive orientale. Aucun d'eux n'avait pu être vu, car eux-mêmes encore distinguaient à peine le brick dans le brouillard. Il était 6h30 du matin.
Bientôt, le brouillard se déchira peu à peu dans les couches supérieures de l'air, et la pomme des mâts du brick sortit des vapeurs. Pendant quelques instants encore, de grosses volutes roulèrent à la surface de la mer, puis une brise se leva qui dissipa rapidement cet amas de brume. Le Speedy apparut tout entier, mouillé sur 2 ancres, le cap au nord et présentant à l'île sa hanche de bâbord. Ainsi que l'avait estimé Cyrus Smith, il n'était pas à plus d'1 mille 1/4 du rivage. Le sinistre pavillon noir flottait à sa corne. L'ingénieur, avec sa lunette, put voir que les 4 canons composant l'artillerie du bord avaient été braqués sur l'île. Ils étaient évidemment prêts à faire feu au premier signal. Cependant, le Speedy restait muet. On voyait une trentaine de pirates aller et venir sur le pont. Quelques-uns étaient montés sur la dunette. 2 autres, postés sur les barres du grand perroquet et munis de longues vues, observaient l'île avec une extrême attention. Certainement, Bob Harvey et son équipage ne pouvaient que très difficilement se rendre compte de ce qui s'était passé pendant la nuit à bord du brick. Cet homme, à demi nu, qui venait de forcer la porte de la soute aux poudres et contre lequel ils avaient lutté, qui avait déchargé son revolver 6 fois sur eux, qui avait tué un des leurs et blessé 2 autres, cet homme avait-il échappé à leurs balles ? Avait-il pu regagner la côte à la nage ? D'où venait-il ? Que venait-il faire à bord ? Son projet avait-il réellement été de faire sauter le brick, ainsi que le pensait Bob Harvey ? Tout cela devait être assez confus dans l'esprit des convicts. Mais ce dont ils ne pouvaient plus douter, c'est que l'île inconnue devant laquelle le Speedy avait jeté l'ancre était habitée, et qu'il y avait là, peut-être, toute une colonie prête à la défendre. Et pourtant, personne ne se montrait, ni sur la grève, ni sur les hauteurs. Le littoral paraissait être absolument désert. En tout cas, il n'y avait aucune trace d'habitation. Les habitants avaient-ils donc fui vers l'intérieur ? Voilà ce que devait se demander le chef des pirates et, sans doute, en homme prudent, il cherchait à reconnaître les localités avant d'y engager sa bande. Pendant 1h30, aucun indice d'attaque ni de débarquement ne put être surpris à bord du brick. Il était évident que Bob Harvey hésitait. Ses meilleures lunettes, sans doute, ne lui avaient pas permis d'apercevoir un seul des colons blottis dans les roches. Il n'était même pas probable que son attention eût été éveillée par ce voile de branches vertes et de lianes qui dissimulait les fenêtres de Granite House et tranchait sur la muraille nue. En effet, comment eût-il imaginé qu'une habitation était creusée à cette hauteur dans le massif granitique ? Depuis le cap Griffe jusqu'au cap Mandibule, sur tout le périmètre de la baie de l'Union, rien n'avait dû lui apprendre que l'île fût et put être occupée. À 8 heures, cependant, les colons observèrent un certain mouvement qui se produisait à bord du Speedy. On halait sur les palans des portes-embarcations et un canot était mis à la mer. 7 hommes y descendirent. Ils étaient armés de fusils. L'un d'eux se mit à la barre, 4 aux avirons, et les 2 autres, accroupis à l'avant, prêts à tirer, examinaient l'île. Leur but était sans doute d'opérer une première reconnaissance, mais non de débarquer, car dans ce dernier cas, ils seraient venus en plus grand nombre. Les pirates, juchés dans la mâture jusqu'aux barres de perroquet, avaient évidemment pu voir qu'un îlot couvrait la côte et qu'il en était séparé par un canal large d'1 demi-mille environ. Toutefois, il fut bientôt constant pour Cyrus Smith, en observant la direction suivie par le canot, qu'il ne chercherait pas tout d'abord à pénétrer dans ce canal, mais qu'il accosterait l'îlot, mesure de prudence justifiée d'ailleurs. Pencroff et Ayrton, cachés chacun de son côté dans d'étroites anfractuosités de roches, le virent venir directement sur eux, et ils attendirent qu'il fût à bonne portée. Le canot s'avançait avec une extrême précaution. Les rames ne plongeaient dans l'eau qu'à de longs intervalles. On pouvait voir aussi que l'un des convicts placés à l'avant tenait une ligne de sonde à la main et qu'il cherchait à reconnaître le chenal creusé par le courant de la Mercy. Cela indiquait chez Bob Harvey l'intention de rapprocher autant qu'il le pourrait son brick de la côte. Une trentaine de pirates, dispersés dans les haubans, ne perdaient pas un des mouvements du canot et relevaient certains amers qui devaient leur permettre d'atterrir sans danger. Le canot n'était plus qu'à 2 encablures de l'îlot quand il s'arrêta. L'homme de barre, debout, cherchait le meilleur point sur lequel il put accoster. En un instant, 2 coups de feu éclatèrent. Une petite fumée tourbillonna au-dessus des roches de l'îlot. L'homme de barre et l'homme de sonde tombèrent à la renverse dans le canot. Les balles d'Ayrton et de Pencroff les avaient frappés tous 2 au même instant. Presque aussitôt, une détonation plus violente se fit entendre. Un éclatant jet de vapeur fusa des flancs du brick, et un boulet frappant le haut des roches qui abritaient Ayrton et Pencroff les fit voler en éclats, mais les 2 tireurs n'avaient pas été touchés.
D'horribles imprécations s'étaient échappées du canot, qui reprit aussitôt sa marche. L'homme de barre fut immédiatement remplacé par un de ses camarades, et les avirons plongèrent vivement dans l'eau. Toutefois, au lieu de retourner à bord, comme on eût pu le croire, le canot prolongea le rivage de l'îlot, de manière à le tourner par sa pointe sud. Les pirates faisaient force de rames afin de se mettre hors de la portée des balles. Ils s'avancèrent ainsi jusqu'à 5 encablures de la partie rentrante du littoral que terminait la pointe de l'épave, et après l'avoir contournée par une ligne semi-circulaire, toujours protégée par les canons du brick, ils se dirigèrent vers l'embouchure de la Mersey. Leur évidente intention était de pénétrer ainsi dans le canal et de prendre à revers les colons qui étaient postés sur l'îlot, de manière que ceux-ci, quel que fût leur nombre, fussent placés entre les feux du canot et les feux du brick et se trouvassent dans une position très désavantageuse. Un quart d'heure se passa ainsi, pendant que le canot avançait dans cette direction. Silence absolu, calme complet dans l'air et sur les eaux. Pencroff et Ayrton, bien qu'ils comprissent qu'ils risquaient d'être tournés, n'avaient point quitté leur poste, soit qu'ils ne voulussent pas encore se montrer aux assaillants et s'exposer aux canons du Speedy, soit qu'ils comptassent sur Nab et Gédéon Spilett, veillant à l'embouchure de la rivière, et sur Cyrus Smith et Harbert, embusqués dans les roches des cheminées. 20 minutes après les premiers coups de feu, le canot était par le travers de la Mersey à moins de 2 encablures. Comme le flot commençait à monter avec sa violence habituelle, que provoquait l'étroitesse du pertuis, les convicts se sentirent entraînés vers la rivière, et ce ne fut qu'à force de rames qu'ils se maintinrent dans le milieu du canal. Mais, comme ils passaient à bonne portée de l'embouchure de la Mersey, 2 balles les saluèrent au passage, et 2 des leurs furent encore couchés dans l'embarcation. Nab et Spilett n'avaient point manqué leur coup. Aussitôt, le brick envoya un second boulet sur le poste que trahissait la fumée des armes à feu, mais sans autre résultat que d'écorner quelques roches. En ce moment, le canot ne renfermait plus que 3 hommes valides. Pris par le courant, il fila dans le canal avec la rapidité d'une flèche, passa devant Cyrus Smith et Harbert qui, ne le jugeant pas à bonne portée, restèrent muets. Puis, tournant la pointe nord de l'îlot avec les 2 avirons qui lui restaient, il se mit en mesure de regagner le brick. Jusqu'ici, les colons n'avaient point à se plaindre. La partie s'engageait mal pour leurs adversaires. Ceux-ci comptaient déjà 4 hommes blessés grièvement, morts peut-être. Eux, au contraire, sans blessure, n'avaient pas perdu une balle. Si les pirates continuaient à les attaquer de cette façon, s'ils renouvelaient quelques tentatives de descente au moyen du canot, ils pouvaient être détruits un à un. On comprend combien les dispositions prises par l'ingénieur étaient avantageuses. Les pirates pouvaient croire qu'ils avaient affaire à des adversaires nombreux et bien armés, dont ils ne viendraient pas facilement à bout. Une demi-heure s'écoula avant que le canot, qui avait à lutter contre le courant du large, eût rallié le Speedy. Des cris épouvantables retentirent quand il revint à bord avec les blessés, et 3 ou 4 coups de canon furent tirés, qui ne pouvaient avoir aucun résultat. Mais alors, d'autres convicts, ivres de colère et peut-être encore des libations de la veille, se jetèrent dans l'embarcation au nombre d'une 12aine. Un second canot fut également lancé à la mer dans lequel 8 hommes prirent place, et tandis que le premier se dirigeait droit sur l'îlot pour en débusquer les colons, le second manœuvrait de manière à forcer l'entrée de la Mersey. La situation devenait évidemment très périlleuse pour Pencroff et Ayrton, et ils comprirent qu'ils devaient regagner la terre franche. Cependant, ils attendirent encore que le premier canot fût à bonne portée, et 2 balles, adroitement dirigées, vinrent encore apporter le désordre dans son équipage. Puis Pencroff et Ayrton, abandonnant leur poste, non sans avoir essuyé une 10aine de coups de fusil, traversèrent l'îlot de toute la rapidité de leurs jambes, se jetèrent dans la pirogue, passèrent le canal au moment où le second canot en atteignait la pointe sud, et coururent se blottir aux cheminées. Ils avaient à peine rejoint Cyrus Smith et Harbert que l'îlot était envahi et que les pirates de la première embarcation le parcouraient en tous sens. Presque au même instant, de nouvelles détonations éclataient au poste de la Mersey, dont le second canot s'était rapidement rapproché. 2 sur 8 des hommes qui le montaient furent mortellement frappés par Gédéon Spilett et Nab, et l'embarcation elle-même, irrésistiblement emportée sur les récifs, s'y brisa à l'embouchure de la Mersey. Mais les 6 survivants, élevant leurs armes au-dessus de leur tête pour les préserver du contact de l'eau, parvinrent à prendre pied sur la rive droite de la rivière. Puis, se voyant exposés de trop près au feu du poste, ils s'enfuirent à toutes jambes dans la direction de la pointe de l'épave, hors de la portée des balles. La situation actuelle était donc celle-ci. Sur l'îlot, 12 convicts dont plusieurs blessés, sans doute, mais ayant encore un canot à leur disposition.
Sur l'île, 6 débarqués, mais qui étaient dans l'impossibilité d'atteindre Granite House car ils ne pouvaient traverser la rivière dont les ponts étaient relevés. « Cela va, » avait dit Pencroff en se précipitant dans les cheminées. « Cela va, monsieur Cyrus. Qu'en pensez-vous ?»« Je pense, » répondit l'ingénieur, « que le combat va prendre une nouvelle forme, car on ne peut pas supposer que ces convicts soient assez inintelligents pour le continuer dans des conditions aussi défavorables pour eux. »« Ils ne traverseront toujours pas le canal, » dit le marin. « Les carabines d'Ayrton et de Mr. Spilett sont là pour les en empêcher. Vous savez bien qu'elles portent à plus d'1 mille. »« Sans doute, » répondit Harbert. « Mais que pourraient faire 2 carabines contre les canons du brick ?»« Eh, le brick n'est pas encore dans le canal, j'imagine, » répondit Pencroff. « Et s'il y vient ?» dit Cyrus Smith. « C'est impossible, car il risquerait de s'y échouer et de s'y perdre. »« C'est possible, » répondit alors Ayrton. « Les convicts peuvent profiter de la mer haute pour entrer dans le canal, quitte à s'échouer à mer basse, et alors, sous le feu de leurs canons, nos postes ne seront plus tenables. »« Par les 1000 diables d'enfer !» s'écria Pencroff. « Il semble en vérité que les gueux se préparent à lever l'ancre. »« Peut-être serons-nous forcés de nous réfugier dans Granite House ?» fit observer Harbert. « Attendons, » répondit Cyrus Smith. « Mais Nab et Mr. Spilett ?» dit Pencroff. « Ils sauront nous rejoindre en temps utile. Tenez-vous prêt, Ayrton. C'est votre carabine et celle de Spilett qui doivent parler maintenant. » Ce n'était que trop vrai. Le Speedy commençait à virer sur son ancre et manifestait l'intention de se rapprocher de l'îlot. La mer devait encore monter pendant 1 heure et demie, et le courant de flot étant déjà cassé, il serait facile au brick de manœuvrer. Mais quant à entrer dans le canal, Pencroff, contrairement à l'opinion d'Ayrton, ne pouvait pas admettre qu'il osât le tenter. Pendant ce temps, les pirates qui occupaient l'îlot s'étaient peu à peu reportés vers le rivage opposé, et ils n'étaient plus séparés de la terre que par le canal. Armés simplement de fusils, ils ne pouvaient faire aucun mal aux colons, embusqués soit aux cheminées, soit en l'embouchure de la Mercy. Mais, ne les sachant pas munis de carabines à longue portée, ils ne croyaient pas non plus être exposés de leur personne. C'était donc à découvert qu'ils arpentaient l'îlot et en parcouraient la lisière. Leur illusion fut de courte durée. Les carabines d'Ayrton et de Gédéon Spilett parlèrent alors et dirent sans doute des choses désagréables à 2 de ces convicts, car ils tombèrent à la renverse. Ce fut une débandade générale. Les 10 autres ne prirent même pas le temps de ramasser leurs compagnons blessés ou morts. Ils se reportèrent en toute hâte sur l'autre côté de l'îlot, se jetèrent dans l'embarcation qui les avait amenés, et ils rallièrent le bord à force de rames. « 8 de moins !» s'était écrié Pencroff. « Vraiment, on dirait que Mr. Spilett et Ayrton se donnent le mot pour opérer ensemble. »« Messieurs, » répondit Ayrton en rechargeant sa carabine, « voilà qui va devenir plus grave. Le brick appareille. »« L'ancre est à pic !» s'écria Pencroff. « Oui, et elle dérape déjà. » En effet, on entendait distinctement le cliquetis du linguet qui frappait sur le guindeau à mesure que virait l'équipage du brick. Le Speedy était d'abord venu à l'appel de son ancre, puis, quand elle eut été arrachée du fond, il commença à dériver vers la terre. Le vent soufflait du large, le grand Froc et le petit hunier furent tissés, et le navire se rapprocha peu à peu de terre. Des 2 postes de la Mercy et des cheminées, on le regardait manœuvrer sans donner signe de vie, mais non sans une certaine émotion. Ce serait une situation terrible que celle des colons quand ils seraient exposés à courte distance au feu des canons du brick, et sans être en mesure d'y répondre utilement. Comment alors pourraient-ils empêcher les pirates de débarquer ? Cyrus Smith sentait bien cela, et il se demandait ce qu'il était possible de faire. Avant peu, il serait appelé à prendre une détermination. Mais laquelle ? Se renfermer dans Granite House, s'y laisser assiéger, tenir pendant des semaines, pendant des mois même, puisque les vivres y abondaient ? Bien. Mais après ? Les pirates n'en seraient pas moins maîtres de l'île qu'ils ravageraient à leur guise, et avec le temps, ils finiraient par avoir raison des prisonniers de Granite House. Cependant, une chance restait encore. C'était que Bob Harvey ne se hasarda pas avec son navire dans le canal, et qu'il se tint en dehors de l'îlot. Un demi-mille le séparerait encore de la côte. Et à cette distance, ses coups pourraient ne pas être extrêmement nuisibles. « Jamais, » répétait Pencroff, « jamais ce Bob Harvey, puisqu'il est bon marin, n'entrera dans le canal. Il sait bien que ce serait risquer le brick, pour peu que la mer devint mauvaise. Et que deviendrait-il sans son navire ?» Cependant, le brick s'était approché de l'îlot, et on put voir qu'il cherchait à en gagner l'extrémité inférieure. La brise était légère, et comme le courant avait alors beaucoup perdu de sa force,
Bob Harvey était absolument maître de manœuvrer comme il le voulait. La route suivie précédemment par les embarcations lui avait permis de reconnaître le chenal, et il s'y était effrontément engagé. Son projet n'était que trop compréhensible. Il voulait s'embosser devant les cheminées et, de là, répondre par des obus et des boulets aux balles qui avaient jusqu'alors décimé son équipage. Bientôt le Speedy atteignit la pointe de l'îlot. Il la tourna avec aisance. La brigantine fut alors éventée, et le brick, serrant le vent, se trouva par le travers de la Mercy. « Les bandits, ils y viennent !» s'écria Pencroff. En ce moment, Cyrus Smith, Ayrton, le marin et Harbert furent rejoints par Nab et Gédéon Spilett. Le reporter et son compagnon avaient jugé convenable d'abandonner le poste de la Mercy, d'où ils ne pouvaient plus rien faire contre le navire, et ils avaient sagement agi. Mieux valait que les colons fussent réunis au moment où une action décisive allait sans doute s'engager. Gédéon Spilett et Nab étaient arrivés en se défilant derrière les roches, mais non sans essuyer une grêle de balles qui ne les avait point atteints. « Spilett, Nab !» s'était écrié l'ingénieur. « Vous n'êtes pas blessés ?»« Non, » répondit le reporter. « Quelques contusions seulement, par ricochet. Mais ce damné brick entre dans le canal. »« Oui, » répondit Pencroff. « Et avant 10 minutes, il aura mouillé devant Granite House. »« Avez-vous un projet, Cyrus ?» demanda le reporter. « Il faut nous réfugier dans Granite House, pendant qu'il en est temps encore, et que les convicts ne peuvent nous voir. »« C'est aussi mon avis, » répondit Gédéon Spilett. « Mais une fois renfermés... »« Nous prendrons conseil des circonstances, » répondit l'ingénieur. « En route, donc, et dépêchons, » dit le reporter. « Vous ne voulez pas, monsieur Cyrus, qu'Ayrton et moi nous restions ici ?» demanda le marin. « À quoi bon, Pencroff ?» répondit Cyrus Smith. « Non, ne nous séparons pas. » Il n'y avait pas un instant à perdre. Les colons quittèrent les cheminées. Un petit retour de la courtine empêchait qu'ils ne fussent vus du brick, mais 2 ou 3 détonations et le fracas des boulets sur les roches leur apprirent que le Speedy n'était plus qu'à courte distance. Se précipiter dans l'ascenseur, se hisser jusqu'à la porte de Granite House, où Top et Jup étaient renfermés depuis la veille, s'élancer dans la grande salle, ce fut l'affaire d'un moment. Il était temps, car les colons, à travers les branchages, aperçurent le Speedy entouré de fumée qui filait dans le canal. Ils durent même se mettre de côté, car les décharges étaient incessantes et les boulets des 4 canons frappaient aveuglément tant sur le poste de la Mercy, bien qu'il ne fût plus occupé, que sur les cheminées. Les roches étaient fracassées et des hurrahs accompagnaient chaque détonation. Cependant, on pouvait espérer que Granite House serait épargné, grâce à la précaution que Cyrus Smith avait prise d'en dissimuler les fenêtres, quand un boulet effleurant la baie de la porte pénétra dans le couloir. « Malédiction! Nous sommes découverts » s'écria Pencroff. Peut-être les colons n'avaient-ils pas été vus, mais il était certain que Bob Harvey avait jugé à propos d'envoyer un projectile à travers le feuillage suspect qui masquait cette portion de la haute muraille. Bientôt même, il redoubla ses coups, quand un autre boulet, ayant fendu le rideau de feuillage, laissa voir une ouverture béante dans le granit. La situation des colons était désespérée. Leur retraite était découverte. Ils ne pouvaient opposer d'obstacle à ces projectiles, ni préserver la pierre dont les éclats volaient en mitraille autour d'eux. Ils n'avaient plus qu'à se réfugier dans le couloir supérieur de Granite House et à abandonner leur demeure à toutes les dévastations, quand un bruit sourd se fit entendre, qui fut suivi de cris épouvantables. Cyrus Smith et les siens se précipitèrent à une des fenêtres. Le brick, irrésistiblement soulevé sur une sorte de trombe liquide, venait de s'ouvrir en deux, et en moins de 10 secondes, il était englouti avec son criminel équipage. Bonsoir, Sergent Dac, bienvenue. Chapitre 4. « Ils ont sauté !» s'écria Harbert. « Oui, sauté comme si Ayrton eût mis le feu aux poudres !» répondit Pencroff en se jetant dans l'ascenseur, en même temps que Nab et le jeune garçon. « Mais que s'est-il passé ?» demanda Gédéon Spilett, encore stupéfait de ce dénouement inattendu. « Ah, cette fois, nous saurons !» répondit vivement l'ingénieur. « Que saurons-nous ?»« Plus tard, plus tard. Venez, Spilett. L'important est que ces pirates aient été exterminés. » Et Cyrus Smith, entraînant le reporter et Ayrton, rejoignit sur la grève Pencroff, Nab et Harbert.
On ne voyait plus rien du brick, pas même sa mâture. Après avoir été soulevé par cette trombe, il s'était couché sur le côté et avait coulé dans cette position, sans doute par suite de quelque énorme voie d'eau. Mais comme le canal en cet endroit ne mesurait pas plus de 20 pieds de profondeur, il était certain que les flancs du brick immergé reparaîtraient à marée basse. Quelques épaves flottaient à la surface de la mer. On voyait toute une drôme, consistant en mâts et vergues de rechange, des cages à poules avec leurs volatiles encore vivants, des caisses et des barils qui, peu à peu, montaient à la surface, après s'être échappés par les panneaux. Mais il n'y avait en dérive aucun débris, ni planche du pont, ni bordage de la coque, ce qui rendait assez inexplicable l'engloutissement subi du Speedy. Cependant, les 2 mâts, qui avaient été brisés à quelques pieds au-dessus de l'étambré, après avoir rompu étais et haubans, retombèrent bientôt sur les eaux du canal, avec leurs voiles dont les unes étaient déployées et les autres serrées. Mais il ne fallait pas laisser aux jusants le temps d'emporter toutes ces richesses, et Ayrton et Pencroff se jetèrent dans la pirogue avec l'intention d'amarrer toutes ces épaves soit au littoral de l'île, soit au littoral de l'îlot. Mais au moment où ils allaient s'embarquer, une réflexion de Gédéon Spilett les arrêta. « Et les 6 convicts qui ont débarqué sur la rive droite de la Mercy ?» dit-il. En effet, il ne fallait pas oublier que les 6 hommes dont le canot s'était brisé sur les roches avaient pris pied à la pointe de l'épave. On regarda dans cette direction. Aucun des fugitifs n'était visible. Il était probable que, après avoir vu le brick s'engloutir dans les eaux du canal, ils avaient pris la fuite à l'intérieur de l'île. « Plus tard, nous nous occuperons d'eux, » dit alors Cyrus Smith. « Ils peuvent encore être dangereux car ils sont armés, mais enfin 6 contre 6, les chances sont égales. Allons donc au plus pressé. » Ayrton et Pencroff s'embarquèrent dans la pirogue et nagèrent vigoureusement vers les épaves. La mer était étale alors, et très haute, car la lune était nouvelle depuis 2 jours. Une grande heure au moins devait donc s'écouler avant que la coque du brick émergeât des eaux du canal. Ayrton et Pencroff eurent le temps d'amarrer les mâts et les épaves au moyen de cordages, dont le bout fut porté sur la grève de Granite House. Là, les colons, réunissant leurs efforts, parvinrent à haler ces épaves, puis la pirogue ramassa tout ce qui flottait, cages à poules, barils, caisses, qui furent immédiatement transportés aux cheminées. Quelques cadavres surnageaient aussi. Entre autres, Ayrton reconnut celui de Bob Harvey, et il le montra à son compagnon en disant d'une voix émue « Ce que j'ai été, Pencroff. »« Mais ce que vous n'êtes plus, brave Ayrton, » répondit le marin. Il était assez singulier que les corps qui surnageaient fussent en si petit nombre. On en comptait 5 ou 6 à peine, que le jusant commençait déjà à emporter vers la pleine mer. Très probablement les convicts, surpris par l'engloutissement, n'avaient pas eu le temps de fuir et le navire s'étant couché sur le côté, la plupart étaient restés engagés sous les bastingages. Or, le reflux qui allait entraîner vers la haute mer les cadavres de ces misérables épargnerait aux colons la triste besogne de les enterrer en quelque coin de leur île. Pendant 2 heures, Cyrus Smith et ses compagnons furent uniquement occupés à haler les épaves sur le sable et à déverguer, puis à mettre au sec les voiles qui étaient parfaitement intactes. Ils causaient peu, tant le travail les absorbait, mais que de pensées leur traversaient l'esprit. C'était une fortune que la possession de ce brick, ou plutôt de tout ce qu'il renfermait. En effet, un navire est comme un petit monde au complet, et le matériel de la colonie allait s'augmenter de bon nombre d'objets utiles. Ce serait, en grand, l'équivalent de la caisse trouvée à la pointe de l'épave. Et en outre, pensait Pencroff, pourquoi serait-il impossible de renflouer ce brick ? S'il n'a qu'une voie d'eau, cela se bouche. Une voie d'eau. S'il n'a qu'une voie d'eau, cela se bouche une voie d'eau. Et un navire de 3 à 400 tonneaux, c'est un vrai navire auprès de notre Bonadventure. Et l'on va loin avec cela. Et l'on va où l'on veut. Il faudra que Mr. Cyrus, Ayrton et moi nous examinions l'affaire. Elle en vaut la peine. En effet, si le brick était encore propre à naviguer, les chances de rapatriement des colons de l'île Lincoln allaient être singulièrement accrues. Mais, pour décider cette importante question, il convenait d'attendre que la mer fût tout à fait basse, afin que la coque du brick pût être visitée dans toutes ses parties. Lorsque les épaves eurent été mises en sûreté sur la grève, Cyrus Smith et ses compagnons s'accordèrent quelques instants pour déjeuner. Ils mouraient littéralement de faim. Heureusement, l'office n'était pas loin, et Nab pouvait passer pour un maître-coq expéditif. On mangea donc auprès des cheminées, et pendant ce repas, on le pense bien, il ne fut question que de l'événement inattendu qui avait si miraculeusement sauvé la colonie.
Miraculeusement est le mot, répétait Pencroff, car il faut bien avouer que ces coquins ont sauté juste au moment convenable. Granite House commençait à devenir singulièrement inhabitable. Et imaginez-vous, Pencroff, demanda le reporter, comment cela s'est passé, et qui a pu provoquer cette explosion du brick? Monsieur Spilett, rien de plus simple, répondit Pencroff. Un navire de pirates n'est pas tenu comme un navire de guerre. Des convicts ne sont pas des matelots. Il est certain que les soutes du Briggs étaient ouvertes, puisqu'on nous canonnait sans relâche, et il aura suffi d'un imprudent ou d'un maladroit pour faire sauter la machine. Monsieur Cyrus, dit Harbert, ce qui m'étonne, c'est que cette explosion n'ait pas produit plus d'effet. La détonation n'a pas été forte, et en somme, il y a peu de débris et de bordages arrachés. Il semblerait que le navire a plutôt coulé que sauté. Cela t'étonne, mon enfant? Demanda l'ingénieur. Oui, monsieur Cyrus. Et moi aussi, Harbert, répondit l'ingénieur. Cela m'étonne. Mais quand nous visiterons la coque du brick, nous aurons sans doute l'explication de ce fait. Ah ça, monsieur Cyrus, dit Pencroff, vous n'allez pas prétendre que le Speedy a tout simplement coulé comme un bâtiment qui donne contre un écueil. Pourquoi pas, fit observer Nab, s'il y a des roches dans le canal. Bon, Nab, répondit Pencroff, tu n'as pas ouvert les yeux au bon moment. Un instant avant de s'engloutir, le brick, je l'ai parfaitement vu, s'est élevé sur une énorme lame, et il est retombé en s'abattant sur bâbord. Or, s'il n'avait fait que toucher, il eût coulé tout tranquillement, comme un honnête navire qui s'en va par le fond. C'est que précisément ce n'était pas un honnête navire, répondit Nab. Enfin, nous verrons bien, Pencroff, reprit l'ingénieur. Nous verrons bien, ajouta le marin, mais je parierais ma tête qu'il n'y a pas de roche dans le canal. Voyons, monsieur Cyrus, de bon compte, est-ce que vous voudriez dire qu'il y a encore quelque chose de merveilleux dans cette affaire? Dans cet événement? Cyrus Smith ne répondit pas. En tout cas, dit Gédéon Spilett, choc ou explosion, vous conviendrez, Pencroff, que cela est arrivé à point. Oui, oui, répondit le marin, mais ce n'est pas la question. Je demande à Mr. Smith s'il voit en tout ceci quelque chose de surnaturel. Je ne me prononce pas, Pencroff, dit l'ingénieur. Voilà tout ce que je puis vous répondre. Réponse qui ne satisfit aucunement Pencroff. Il tenait pour une explosion, et il n'en voulut pas démordre. Jamais il ne consentirait à admettre que dans ce canal, formé d'un lit de sable fin, comme la grève elle-même, et qu'il avait souvent traversé à mer basse, il y eut un écueil ignoré. Et d'ailleurs, au moment où le brick sombrait, la mer était haute, c'est-à-dire qu'il avait plus d'eau qu'il ne lui en fallait pour franchir sans les heurter toute roche qui n'eussent pas découvert à mer basse. Donc, il ne pouvait y avoir eu choc. Donc, le navire n'avait pas touché. Donc, il avait sauté. Et il faut convenir que le raisonnement du marin ne manquait pas d'une certaine justesse. Vers 1h30, les colons s'embarquèrent dans la pirogue et se rendirent sur le lieu d'échouement. Il était regrettable que les 2 embarcations du brick n'eussent pu être sauvées, mais l'une, on le sait, avait été brisée à l'embouchure de la Mercy et était absolument hors d'usage. L'autre avait disparu dans l'engloutissement du brick et, sans doute écrasée par lui, n'avait pas reparu. À ce moment, la coque du Speedy commençait à se montrer au-dessus des eaux. Le brick était plus que couché sur le flanc, car, après avoir rompu ses mâts sous le poids de son lest déplacé par la chute, il se tenait presque la quille en l'air. Il avait été véritablement retourné par l'inexplicable mais effroyable action sous-marine qui s'était en même temps manifestée par le déplacement d'une énorme trombe d'eau. Les colons firent le tour de la coque et, à mesure que la mer baissait, ils purent reconnaître, sinon la cause qui avait provoqué la catastrophe, du moins l'effet produit. Sur l'avant, des 2 côtés de la quille, 7 ou 8 pieds avant la naissance de l'étrave, les flancs du brick étaient effroyablement déchirés sur une longueur de 20 pieds au moins. Là s'ouvraient de larges voies d'eau qu'il eût été impossible d'aveugler. Non seulement le doublage de cuivre et le bordage avaient disparu, réduits en poussière sans doute, mais encore de la membrure même, des chevilles de fer et des gournables qui la liaient, il n'y avait plus trace. Tout le long de la coque, jusqu'au façons d'arrière, les virures, déchiquetées, ne tenaient plus. La fausse quille avait été séparée avec une violence inexplicable, et la quille elle-même, arrachée de la carlingue en plusieurs points, était rompue sur toute sa longueur. « 1000 diables !» s'écria Pencroff. « Voilà un navire qu'il sera difficile de renflouer. »« Ce sera même impossible, » dit Ayrton. « En tout cas, » fit observer Gédéon Spilett, au marin, « l'explosion, s'il y a eu explosion, a produit là de singuliers effets.
Elle a crevé la coque du navire dans ses parties inférieures, au lieu d'en faire sauter le pont et les œuvres mortes. Ces larges ouvertures paraissent avoir plutôt été faites par le choc d'un écueil que par l'explosion d'une soute. « Il n'y a pas d'écueil dans le canal, » répliqua le marin. « J'admets tout ce que vous voudrez, excepté le choc d'une roche. »« Tâchons de pénétrer à l'intérieur du brick, » dit l'ingénieur. « Peut-être saurons-nous à quoi nous en tenir sur la cause de sa destruction. » C'était le meilleur parti à prendre, et il convenait d'ailleurs d'inventorier toutes les richesses contenues à bord et de tout disposer pour leur sauvetage. L'accès à l'intérieur du brick était facile alors. L'eau baissait toujours, et le dessous du pont, devenu maintenant le dessus par le renversement de la coque, était praticable. Le lest, composé de lourdes gueuses de fonte, l'avait défoncé en plusieurs endroits. On entendait la mer qui bruissait en s'écoulant par les fissures de la coque. Cyrus Smith et ses compagnons, la hache à la main, s'avancèrent sur le pont à demi brisé. Des caisses de toutes sortes l'encombraient, et comme elles n'avaient séjourné dans l'eau que pendant un temps très limité, peut-être leur contenu n'était-il pas avarié. On s'occupa donc de mettre toutes ces cargaisons en lieu sûr. L'eau ne devait pas revenir avant quelques heures, et ces quelques heures furent utilisées de la manière la plus profitable. Ayrton et Pencroff avaient frappé, à l'ouverture pratiquée dans la coque, un palan qui servait à hisser les barils et les caisses. La pirogue les recevait et les transportait immédiatement sur la plage. On prenait tout, indistinctement, quitte à faire plus tard un triage de ces objets. En tout cas, ce que les colons purent d'abord constater avec une extrême satisfaction, c'est que le brick possédait une cargaison très variée, un assortiment d'articles de toutes sortes, ustensiles, produits manufacturés, outils, tels que chargent les bâtiments qui font le grand cabotage de la Polynésie. Il était probable que l'on trouverait là un peu de tout, et on conviendra que c'était précisément ce qu'il fallait à la colonie de l'île Lincoln. Toutefois, et Cyrus Smith l'observait dans un étonnement silencieux, non seulement la coque du brick, ainsi qu'il a été dit, avait énormément souffert du choc quelconque qui avait déterminé la catastrophe, mais l'aménagement était dévasté, surtout vers l'avant. Cloisons et épontilles étaient brisées comme si quelque formidable obus eût éclaté à l'intérieur du brick. Les colons purent aller facilement de l'avant à l'arrière, après avoir déplacé les caisses qui étaient extraites au fur et à mesure. Ce n'étaient point de lourds ballots dont le déplacement eût été difficile, mais de simples colis, dont l'arrimage, d'ailleurs, n'était plus reconnaissable. Les colons parvinrent alors jusqu'à l'arrière du brick, dans cette partie que surmontait autrefois la dunette. C'était là que, suivant l'indication d'Ayrton, il fallait chercher la soute aux poudres. Cyrus Smith, pensant qu'elle n'avait pas fait explosion, il était possible que quelques barils pussent être sauvés, et que la poudre, qui est ordinairement enfermée dans des enveloppes de métal, n'eût pas souffert du contact de l'eau. Ce fut, en effet, ce qui était arrivé. On trouva au milieu d'une grande quantité de projectiles une vingtaine de barils dont l'intérieur était garni de cuivre et qui furent extraits avec précaution. Pencroff se convainquit par ses propres yeux que la destruction du Speedy ne pouvait être attribuée à une explosion. La portion de la coque dans laquelle se trouvait située la soute était précisément celle qui avait le moins souffert. « Possible, » répondit l'entêté marin, « mais quant à une roche, il n'y a pas de roche dans le canal. » « Alors, que s'est-il passé » demanda Harbert. « Je n'en sais rien, » répondit Pencroff. « Monsieur Cyrus n'en sait rien. Et personne n'en sait et n'en saura jamais rien. » Pendant ces diverses recherches, plusieurs heures s'étaient écoulées, et le flot commençait à se faire sentir. Il fallut suspendre les travaux de sauvetage. Du reste, il n'y avait pas à craindre que la carcasse du brick fût entraînée par la mer, car elle était déjà enlisée, et aussi solidement fixée que si elle eût été affourchée sur ses ancres. On pouvait donc sans inconvénient attendre le prochain jusant pour reprendre les opérations. Mais, quant au bâtiment lui-même, il était bien condamné, et il faudrait même se hâter de sauver les débris de la coque, car elle ne tarderait pas à disparaître dans les sables mouvants du canal. Il était 5 heures du soir. La journée avait été rude pour les travailleurs. Ils mangèrent de grand appétit, et quelle que fût leur fatigue, ils ne résistèrent pas, après leur dîner, au désir de visiter les caisses dont se composait la cargaison du Speedy. La plupart contenaient des vêtements confectionnés qui, on le pense, furent bien reçus. Il y avait là de quoi vêtir toute une colonie, du linge à tout usage, des chaussures à tout pied. « Nous voilà trop riches !» s'écriait Pencroff. « Mais qu'est-ce que nous allons faire de tout cela ?» Et, à chaque instant, éclataient les hurrahs du joyeux marin,
quand il reconnaissait des barils de tafia, des boucaux de tabac, des armes à feu et des armes blanches, des balles de coton, des instruments de labourage, des outils de charpentier, de menuisier, de forgeron, des caisses de graines de toute espèce, que leur court séjour dans l'eau n'avait point altéré. Ah ! 2 ans auparavant, comme ces choses seraient venues à point. Mais enfin, même maintenant que ces industrieux colons s'étaient outillés eux-mêmes, ces richesses trouveraient leur emploi. La place ne manquait pas dans les magasins de Granite House, mais ce jour-là, le temps fit défaut. On ne put emmagasiner le tout. Il ne fallait pourtant pas oublier que 6 survivants de l'équipage du Speedy avaient pris pied sur l'île, que c'étaient vraisemblablement des chenapans de premier ordre, et qu'il y avait à se garder contre eux. Bien que le pont de la Mercy et que les ponceaux fussent relevés, ces convicts n'en étaient pas à s'embarrasser d'une rivière ou d'un ruisseau, et poussés par le désespoir, de tels coquins pouvaient être redoutables. On verrait plus tard quel parti il conviendrait de prendre à leur égard. Mais en attendant, il fallait veiller sur les caisses et colis entassés auprès des cheminées, et c'est à quoi les colons, pendant la nuit, s'employèrent tour à tour. La nuit se passa cependant sans que les convicts eussent tenté quelque agression. Maître Jup et Top, de garde au pied de Granite House, eussent vite fait de les signaler. Les 3 jours qui suivirent, 19, 20 et 21 octobre, furent employés à sauver tout ce qui pouvait avoir une valeur ou une utilité quelconque, soit dans la cargaison, soit dans le gréement du brick. À mer basse, on déménageait la cale. À mer haute, on emmagasinait les objets sauvés. Une grande partie du doublage en cuivre put être arrachée de la coque, qui chaque jour s'enlisait davantage, mais avant que les sables eussent englouti les objets pesants qui avaient coulé par le fond, Ayrton et Pencroff, ayant plusieurs fois plongé jusqu'au lit du canal, retrouvèrent les chaînes et les ancres du brick, les gueuses de son lest, et jusqu'aux 4 canons qui, soulagés au moyen de barriques vides, purent être amenés à terre. On voit que l'arsenal de la colonie avait non moins gagné au sauvetage que les offices et les magasins de Granite House. Pencroff, toujours enthousiaste dans ses projets, parlait déjà de construire une batterie qui commanderait le canal et l'embouchure de la rivière. Avec 4 canons, il s'engageait à empêcher toute flotte, si puissante qu'elle fût, de s'aventurer dans les eaux de l'île Lincoln. Sur ces entrefaites, alors qu'il ne restait plus du brick qu'une carcasse sans utilité, le mauvais temps vint qui acheva de la détruire. Cyrus Smith avait eu l'intention de la faire sauter afin d'en recueillir les débris à la côte, mais un gros vent de nord-est et une grosse mer lui permirent d'économiser sa poudre. En effet, dans la nuit du 23 au 24, la coque du brick fut entièrement démantibulée et une partie des épaves s'échoua sur la crève. Quant au papier du bord, inutile de dire que, bien qu'il eût fouillé minutieusement les armoires de la dunette, Cyrus Smith n'en trouva pas trace. Les pirates avaient évidemment détruit tout ce qui concernait soit le capitaine, soit l'armateur du Speedy, et comme le nom de son port d'attache n'était pas porté au tableau d'arrière, rien ne pouvait faire soupçonner sa nationalité. Cependant, à certaines formes de son avant, Ayrton et Pencroff avaient paru croire que ce brick devait être de construction anglaise. 8 jours après la catastrophe, ou plutôt après l'heureux mais inexplicable dénouement auquel la colonie devait son salut, on ne voyait plus rien du navire, même à mer basse. Ses débris avaient été dispersés, et Granite House était riche de presque tout ce qu'il avait contenu. Cependant, le mystère qui cachait son étrange destruction n'eût jamais été éclairci, sans doute, si, le 30 novembre, Nab, rôdant sur la grève, n'eût trouvé un morceau d'un épais cylindre de fer qui portait des traces d'explosion. Ce cylindre était tordu et déchiré sur ses arêtes, comme s'il eût été soumis à l'action d'une substance explosive. Nab apporta ce morceau de métal à son maître, qui était alors occupé avec ses compagnons à l'atelier des cheminées. Cyrus Smith examina attentivement ce cylindre, puis, se tournant vers Pencroff, « Vous persistez, mon ami, lui dit-il, à soutenir que le Speedy n'a pas péri par la suite d'un choc. »« Oui, monsieur Cyrus, répondit le marin. Vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de roche dans le canal. »« Mais s'il avait heurté ce morceau de fer, dit l'ingénieur en montrant le cylindre brisé. »« Quoi, ce bout de tuyau ?» s'écria Pencroff d'un ton d'incrédulité complète. « Mes amis, reprit Cyrus Smith, vous rappelez-vous qu'avant de sombrer, le brick s'est élevé au sommet d'une véritable trombe d'eau ? » « Oui, monsieur Cyrus, répondit Harbert. « Eh bien, voulez-vous savoir ce qui avait soulevé cette trombe ? C'est ceci, dit l'ingénieur en montrant le tube brisé. Ceci ? Répliqua Pencroff. Oui, ce cylindre est tout ce qui reste d'une torpille. Une torpille ?
s'écrièrent les compagnons de l'ingénieur. Et qui l'avait mise là, cette torpille demanda Pencroff, qui ne voulait pas se rendre. Tout ce que je puis vous dire, c'est que ce n'est pas moi, répondit Cyrus Smith. Mais elle y était, et vous avez pu juger de son incomparable puissance. Et c'est la fin du chapitre 4. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live. Ok, c'était sympathique ce soir. Vraiment, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié parce que ça se diversifie pas mal. Ça se diversifie pas mal. Je n'aurais pas cru que l'histoire prendrait ce genre d'embranchement à un moment. Donc c'est vachement intéressant. Encore une fois, malheureusement, leur situation est de manière miraculeuse, comme ils le disent eux-mêmes, résolue. Mais cette fois-ci, ça me dérange un peu moins parce que ça commence à soulever beaucoup plus clairement qu'il y a un mystère à résoudre, qu'il n'y a plus de doute possible, qu'il n'y a plus de doute permis, que là, il y a quelque chose d'anormal et que le feu qui n'a pas été allumé par Cyrus Smith et ses compagnons la fois précédente et tous les autres événements précédents, et maintenant cette torpille, ça montre bien que tout ça, ça n'a pas été fait par Cyrus Smith ou ses compagnons, mais par quelqu'un d'autre, a priori. Moi, je pense... En vrai, je le pense depuis assez longtemps. Depuis quasiment le début, je pense, parce que justement, Jules Verne a bien mis le doute. Juste... En fait, il l'a instillé juste par petites touches au début, mais juste avec Cyrus qui doute. Et une fois de temps en temps, une réflexion sur Cyrus qui réfléchit à part, qui met pas au courant ses collègues de quelque chose, ou qui réagit pas exactement de la même manière qu'eux. Donc, c'était bien joué de sa part, et je pense que oui, il y a quelqu'un d'autre sur l'île. Pourquoi ce quelqu'un d'autre agirait à leur égard un peu comme un ange gardien? Pourquoi ce quelqu'un d'autre ferait tout pour les protéger ou pour protéger l'île en faisant sauter un navire et en ayant pourtant sauvé Cyrus Smith de la noyade? Donc pourquoi il aurait fait ce choix de garder ses survivants plutôt que les pirates? Est-ce que s'il voulait protéger l'île, il serait juste pas débarrassé de tout le monde? Enfin bref, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, il y a encore un gros mystère là-dessus. Mais ce que j'apprécie avec cette troisième partie, pour le moment, c'est qu'on entre dans le vif du sujet, je trouve. Là, les 4 premiers chapitres étaient vraiment sur une autre ligne que ce qu'on a pu lire jusqu'à présent. Il y avait beaucoup plus d'action et aussi, voilà, ce mystère qui devient, qui enfin est mis au premier plan. Et je pense que c'est assez excitant pour savoir la suite là. C'est assez, ça me donne envie. Franchement, c'est cool. Très très cool. Par contre, je suis étonné. Enfin ouais, j'ai du mal à imaginer la scène. J'ai du mal à imaginer qu'un navire puisse voler, s'envoler carrément, avant de retomber, même avec une explosion. Je sais pas. Dans ma tête, un navire, c'est tellement lourd, c'est tellement gros. Je sais pas. La scène me paraît difficile à imaginer. Par contre, laisser tomber comment de parler de pirates et d'avoir des termes très précis de la navigation, ça me donne envie de jouer à Sea of Thieves, un délire. Ça fait plusieurs mois que je joue plus trop à Sea of Thieves. Et là, je vous avoue que ça m'a vraiment donné envie de jouer à Sea of Thieves. Ça remonte dans ton estime. Franchement, c'est pas en 4 chapitres, je pense que ça peut remonter dans mon estime, si je peux dire. Alors après, il est pas très bas dans mon estime, hein. Comme je le dis, je trouve que l'œuvre est sympa. Mais j'irai pas plus loin que sympa pour moi. Je pense que j'irai toujours pas plus loin que sympa, pour être honnête.
Si ça a remonté dans mon estime, ça a remonté d'un sapin, d'un sapin, ouais. Ouah, je sais plus parler. D'un sapin. D'un sympa. Allez, on va dire de sympa à sympa, virgule 2, genre. Il en faut plus quand même pour me faire vraiment changer d'avis sur une œuvre. Surtout une œuvre qui comporte autant de pages, quoi. C'est pas parce qu'il y a eu une quarantaine de pages en gros. C'est à peu près ça, je crois, que je vous lis. Ouais, c'est à peu près ça. C'est pas en 40 pages que ça va changer complètement mon avis sur l'œuvre. Mais bon, à voir. Peut-être qu'avec la suite de la troisième partie, ça va me faire un nouvel œil. Je sais pas quelle illustration vous montrer, elles sont vraiment jolies. Toutes. Il y en a une que je trouve magnifique. En fait, j'ai envie de vous montrer le bateau qui s'envole avec l'explosion de la torpille, vraisemblablement. Mais c'est pas celle que je trouve la plus jolie. Et vu que je veux pas toutes vous les montrer, parce que voilà, on n'a pas les droits, Bon, tant pis. Si vous voulez le bateau qui explose, il faut acheter le livre. Je vais vous montrer une autre illustration, qui est peut-être moins impressionnante, mais que je trouve hyper jolie. Donc toujours illustration de Didier Graffet. Le navire, le Speedy, qui s'engouffre dans les eaux, si je peux dire dans les eaux intérieures, de l'île Lincoln. Je trouve l'image très belle. Hop. Ah mince, c'est des couleurs qui passent peut-être un peu moins bien à la cam. Mais je trouve ça super joli. Ok. Bon. Je suis hypé. Il ne nous restera donc plus que 4 lives sur cette œuvre a priori. J'ai vraiment hâte de voir quelle tournure ça va prendre parce que, l'air de rien, vu qu'on entre dans le dernier tiers, structurellement parlant, je me dis, est-ce qu'on est proche de la résolution finale? Est-ce qu'il va y avoir une vraie conclusion à cette œuvre en mode on quitte l'île, on revient chez nous et tout ça? Ou est-ce que ça va être en mode on reste ad vitam aeternam ici? Ouais, je suis très curieux du dénouement et de comment le dénouement va s'agencer. Est-ce que ça va être un truc un peu long, etc. Ou est-ce que des événements vont s'enchaîner? Je sais pas. Je suis très perplexe et curieux de voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux, notamment Facebook, Twitter et Discord, pour avoir toutes les annonces de live en temps et en heure. Et puis ma foi, nous découvrirons la suite et fin assez rapidement dans les semaines à venir. Comme je vous le disais, prochain rendez-vous en live, a priori, ça devrait être vendredi 21h pour la suite de la lecture de l'île mystérieuse. Et puis, sinon, dimanche, les aventures du Pierrot Barbare et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire. Ça a de fortes chances d'arriver. Et voilà. C'est pas exclu que je fasse d'autres lives, mais je suis pas sûr. Hier, j'ai continué à composer un truc à la guitare et je me suis demandé si j'allais pas le faire en live. Parce qu'en gros, je suis en train de trouver des paroles et une ligne de chant pour un morceau que je compose là. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant à faire en live potentiellement. Mais je sais pas, à voir. Bref, je vous tiens au courant de toute manière s'il y a d'autres lives. Même, je me suis dit des lives de gaming, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça pourrait m'intéresser. Je crois. Bref, merci à tous ceux qui sont passés. Merci Chamast, merci Sergent Dac, merci Charline, merci Miss Perrine. Merci à tous et à toutes. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente semaine. Écoutez, à la prochaine, à tout vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.